Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de mes podcasts. Cette fois-ci, on n'est pas en direct sur Twitch, mais je suis en compagnie de Loïc Desroches, qui est libraire et maintenant anthologiste. On aura l'occasion d'en reparler. Mais avant d'être libraire, tu as un parcours de vie assez particulier et qui est surtout beaucoup dans le social. Mmh. Tu as fait voilà, que ce soit dans tes études, tes diplômes ou dans tes activités associatives et de vie, tout ça. Et je trouve que ça te définit beaucoup, ça définit Rennes Noir aussi, on y reviendra, et ça définit aussi ton métier de libraire. Et du coup, j'aimerais que tu nous dises comment ton parcours a pu t'influencer et finalement, qu'est-ce que ça fait de toi pour être libraire? Qu'est-ce que ça signifie être libraire pour toi? Voilà. Je voudrais qu'on revienne sur ce côté, sur ton parcours et en même temps, qu'est-ce que ça signifie pour toi libraire et pourquoi finalement tu es devenu libraire? OK, c'est une question hyper large pour Ouais. démarrer. Et ben, salut, merci beaucoup pour l'invitation. Déjà, ça fait hyper plaisir, pour en avoir discuté avec toi avant que le podcast naisse et se lance, ben, c'est un projet, qui te correspond bien aussi et je suis vraiment content de pouvoir y participer, donc merci encore. Et bah, merci pour cette introduction. Ouais, mon parcours, alors particulier, je pense qu'on a toutes et tous des parcours un peu particuliers. Moi, il est surtout un peu tortueux, en fait, d'un point de vue professionnel. Tortueux parce que exploratoire, donc je me suis beaucoup cherché. Et effectivement, j'ai été amené en filigrane, en parallèle de mes études, à travailler pas mal dans le social, avec différents publics, que ça soit un public de demandeurs d'asile ou de personnes en situation de handicap. J'ai fait des études qui se sont progressivement rapprochées du commerce et du commerce équitable, soutenable, l'économie sociale et solidaire. Et donc cet environnement un peu social et ces questions-là de comment, par son activité professionnelle, quand bien même on travaille dans le privé, puisse se raccrocher avec du sens social, sociétal, a toujours été très présent dans mon parcours. Et sur la question de la librairie, comment c'est venu, moi, mon premier contact avec la librairie, il est en tant que lecteur, mais comme beaucoup, je pense, les gens qui travaillent dans le monde du livre. Et j'ai eu l'opportunité, la chance de découvrir un petit peu la casquette de libraire, si j'ose dire, de manière bénévole, à Bruxelles, dans une librairie d'occasion qui s'appelle Parchemin. C'est un super lieu qui est géré par des gens top. Un coucou à Jérôme d'ailleurs, si tu passes par là. Et ouais, qui m'a un peu ouvert, ils m'ont ouvert les portes de cet espace où donc ils vendent des livres d'occasion qu'ils récupèrent un petit peu à droite à gauche. Moi, je faisais des shifts là-bas d'1 heure à 2 heures par semaine, et du coup, j'ai eu ce premier contact avec le client en fait, de me retrouver un peu passeur de livres malgré moi. Euh, et il faut que je rende à César ce qui est à César. C'est mon pote Maxime qui m'avait amené à bosser pour Parchemin. Et puis, donc voilà, c'était la première incursion dans le métier. J'ai trouvé ça très chouette. C'était d'autant plus chouette que c'était avec une structure qui était clairement sociale et solidaire, très engagée. Et puis après, de là est née l'envie d'en faire mon métier, quoi. Et donc de me professionnaliser, d'aller travailler dans des librairies de neuf, de me former à ce métier-là. Et voilà, aujourd'hui, ça fait ouais, 6 ans que je suis libraire. Je confirme parce que, pour la petite anecdote, Loïc et moi, on était en études ensemble, c'est comme ça qu'on s'est connus. Et comment tu définirais le métier libraire? Qu'est-ce que ça représente pour toi comme tu parlais un peu d'échange, de lieu d'échange, de valeur. Qu'est-ce que ça représente pour toi ce métier? Ben, ce métier, alors pour moi, mais comme beaucoup de métiers finalement, hein, il y a ce qu'on en voit, la manière qu'on a de se le représenter, un petit peu cette vue extérieure, et puis ben, l'envers du décor, comme on le vit de l'intérieur. Donc déjà, moi, c'est un des rares boulots qui m'a vraiment permis de toucher du doigt le fantasme et l'idéalisme que j'y mettais. Donc, c'est-à-dire travailler au contact des lecteurs, des auteurs, des éditeurs, du livre en tant qu'objet. On va en reparler, mais il y a tout un truc autour de cet objet qu'on a entre les mains. Et puis, voilà, de manger, lire et dormir littérature au pluriel. Donc ça, c'était très chouette.
Et puis après, il y a tout l'envers du décor, donc un métier fait de manutention, de frustration parfois sur Mmh. des titres qu'on n'arrive pas à défendre comme on l'aimerait, sur des contraintes financières. Alors nous, en tant que salariés, qu'on a moins que des patrons et des gérants à proprement parler, mais qui sont là quand même. Et voilà, il y a tout un truc de vivre un peu son mythe et son fantasme du métier de libraire, et puis en même temps de le voir se déconstruire, quoi. Plus on avance dans le métier, plus il y a ça aussi, et dealer un peu avec ces deux trucs-là. Tu parlais du monde du livre, et ben justement, le monde du livre, tu en as découvert une nouvelle face Mm, avec Reine Noire. ouais. Tu es devenu anthologiste, et que sorte un peu éditeur, mais je pense qu'anthologiste, ça te définit mieux qu'éditeur, je pense, pour ce travail. Et avec justement ce recueil Reine Noire qui vient d'être publié le 7 mai, un recueil de 10 nouvelles sur la capitale bretonne. Et donc, comment t'en es arrivé là? Comment t'es arrivé de libraire à anthologiste? Et est-ce que tu peux nous parler de la genèse de Reine Noire finalement? Ouais, bien sûr, avec grand plaisir. Alors anthologiste, oui, éditeur, non, et c'est d'ailleurs grâce à cause de l'éditrice des éditions Asphalt, les éditions qui ont publié donc ce recueil, qui a créé et fait vivre cette collection des villes noires, puisque ce n'est pas un recueil isolé, il y a eu d'autres villes représentées, mais on en parlera. C'est donc Estelle Durand, l'éditrice d'Asphalt, qui m'a contacté. On se connaissait d'avant parce que en tant que libraire, moi, bah, je lis le catalogue Asphalt. J'ai des coups de cœur sur certains de leurs livres. C'est une maison que j'aime beaucoup, qui est une maison indépendante, qui a un peu plus de 15 ans d'activité, qui s'est tout de suite identifié sur le marché et dans les librairies avec cette collection des villes noires. Donc en France, il y a eu Paris, Toulouse, Marseille, désormais Rennes, mais aussi des villes à l'international comme Rome, plus récemment Beyrouth, Los Angeles, New Delhi et j'en passe. Et donc Estelle me contacte parce qu'elle sait que je suis libraire à Rennes depuis quelques années, et on se voit et elle m'explique qu'elle a ce projet-là de faire un Rennes noir. Pourquoi? Parce que selon elle, la ville s'y prête, chose avec laquelle je suis complètement d'accord, et d'ailleurs j'en parle dans la préface du livre. Et deuxième chose, il lui faut un anthologiste. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un anthologiste? C'est quelqu'un qui est au contact de la littérature dans la ville où le recueil va s'ancrer, au sens être un professionnel du livre, connaître le panorama des auteurs, des autrices, et pouvoir aussi un peu avoir cette casquette de coordinateur de projet en fait. Et donc Estelle reste évidemment l'éditrice, c'est-à-dire que tout le travail édito, on pourra rentrer un peu plus dans le détail de ce que c'est elle qui l'a mené. Moi, j'ai pas ces compétences-là, hein, évidemment. Je suis libraire et pas éditeur. En revanche, elle m'a donné d'une part le cahier des charges, qui est assez succinct, et puis une carte blanche pour aller ensuite chercher donc les auteurices qui structurent ce recueil, pour écrire la préface, structurer le sommaire et faire en fait le lien, un peu cimenter tout ça entre les auteurs, autrices et l'éditrice, et puis ensuite assurer la promotion du livre aussi. Euh, voilà comment ça s'est passé. Est-ce que tu peux nous parler justement du travail que tu as fait pour aller chercher les auteurs? Et Mm. comment est-ce que tu avais déjà des idées d'auteurs que tu trouvais intéressants, ou est-ce que tu allé voir un peu quels auteurs étaient sur Rennes, tu as lu leurs bouquins pour voir si ça pourrait être intéressant par rapport à ça? Comment ça s'est passé? Comment t'en es arrivé justement à cette sélection de ces 10 auteurs? Ouais, alors évidemment, tout de suite, tu as des noms qui s'éclairent comme ça parce que, il y a des auteurs ou autrices, connus, en tout cas, ancrés déjà dans le genre polar, et donc ça te paraît un peu évident que, si tu peux avoir, ces noms-là, c'est chouette parce que, d'une part, du fait de leur éclairage et du fait qu'ils ont déjà publié, qu'ils sont déjà connus, ça te donne un peu des sortes de locomotives pour ton recueil. En plus, ça tombe bien, tu aimes bien ce que ces gens-là écrivent. Ça, c'est Mmh. quand même le fondement pour faire appel à eux et à elles. Donc déjà, tu as ce truc-là un peu. Ensuite, tu vas regarder, faut toujours penser vraiment panorama, faut penser global et collectif. Et c'est comme ça que je pense tu arrives à faire un bon recueil. Pourquoi? Par exemple, pour la sélection des auteurs, bah regardez justement, est-ce qu'il y a des collectifs existants? Là, c'était le cas. À Rennes, il y a un collectif de polar qui s'appelle Calibre 35,
qui existe depuis un certain nombre d'années maintenant, qui avait déjà sorti des recueils. Il se trouve que là, dans Reine Noire, on a 3 ou 4 autoristes qui font partie de Calibre 35. Alors qu'il y a un collectif informel, mais ça déjà c'était une bonne base aussi pour se dire, et de un, je vais pouvoir aller un peu regarder chez eux, qui a écrit chez eux, et puis 2 aussi faire attention à ce que ce Reine Noire ne soit pas un nouveau recueil de Calibre 35. L'intérêt, ça va être aussi du coup de ramener d'autres auteurs et autrices qu'on n'attendrait pas forcément dans un recueil de nouvelles noires. Et c'est là que c'est intéressant, et hop, tu refais un dézoom et tu regardes alors qui est-ce que, enfin quels sont les auteurs et autrices, de la ville, et du coup pas forcément en roman noir et en policier. Mhm. Donc, il y a certains autoristes qu'on n'avait jamais lus avec une plume identifiée polar ou roman noir. J'ai essayé de aussi aller chercher des gens qui étaient primo-romanciers ou romancières. Euh, D'aller, de viser, alors ça c'est dans le cahier des charges de la collection des villes noires, de viser à une parité entre auteurs et autrices. Donc là on a 6 auteurs, 4 autrices, on y était presque pour le 50-50. Voilà un peu pour je viens de te citer un peu les différents paramètres qui ont balisé un peu mon plan d'attaque pour créer mes Avengers, quoi, tu vois, mon groupe de rockstar, mes 10 auteurices. Euh, et puis après, il y a, on pourra en reparler aussi parce que ça c'est en filigrane de tout le travail autour du recueil, il y a une alchimie. Il y a un truc un peu magique qui se passe. Moi, ça a commencé dès la sélection des autoristes. J'ai contacté 11 personnes. Sur ces 11 personnes, il y en a 10 qui sont dans le recueil. Tu vois, j'ai pas eu non plus à faire passer des auditions ou Mhm. je voulais absolument pas faire ça en Ouais. plus. Mais du coup, il y a un espèce de truc assez magique qui se met en place où tout s'agence, et ça m'est revenu d'autant plus ce truc-là 2 fois ensuite, quand on a reçu toutes les nouvelles. Et là, tu lis tes 10 textes et tu te dis: «Waouh, il y a encore une fois cette alchimie, une espèce d'écho entre les textes, qui se fait, ça matche bien, il y a un côté hétéroclite, mais en même temps, c'est exactement ce qu'on voulait». Bon, bah, super. Puis au moment de structurer le sommaire où pareil, ça s'enchasse hyper bien, je me suis un peu pris la tête quand même, mais pas tant que ça, et voilà, il y a un truc de se faire confiance. Moi, j'ai eu de la chance vraiment, je le dis, je le dis beaucoup, mais je le répète encore une fois ici, j'ai eu la chance de travailler avec Estelle, avec les éditions Asphalt, qui est une maison qui a à la fois, euh, comment dire, l'expérience et une qualité en fait de travail qui m'a mis en confort. Et en même temps, une maison que j'aime beaucoup, à laquelle je crois, et du coup qui m'a donné envie aussi de m'impliquer, d'y aller et de faire les choses bien, tu vois. Voilà, j'ai répondu à 10 trucs en un, mais Tu parles justement de l'organisation du recueil. Il est divisé en trois parties. Tu as 10 oui, textes. Euh, Comment, parce qu'en fait, le travail d'anthologie, c'est aussi le travail, je pense que tu as, enfin, sans doute en alchimie avec Estelle, mais tu as dû quand même organiser aussi ce recueil. Est-ce que tu as demandé aux auteurs d'écrire des textes plutôt comme ça, plutôt comme ci, pour que ça rentre dans un sommaire que tu avais déjà en tête? Ou est-ce que c'est quand les auteurs ils t'ont envoyé les 10 nouvelles que le sommaire est arrivé? Et est-ce que tu peux nous parler justement de ces trois parties, comment elles sont, comment Reine Noire est organisée? ouais. Le sommaire, il s'est fait clairement une fois qu'on avait les 10 textes et que les 10 textes étaient corrigés. Avant ça, j'y ai absolument pas pensé. Maintenant, ça fait partie du cahier des charges, du recueil, un auteur, une autrice, un quartier. Donc, le 1er agencement, le premier calibrage, on va dire, il se fait là sur qui écrit sur quoi, sur quel quartier. Ça s'est plutôt fait de manière, facile et fluide. Il y a une autrice avec qui on a changé une ou deux fois de quartier. En fait, on tournait autour d'une zone parce qu'un autre auteur avait pris le quartier sur lequel elle pensait bosser au départ. Puis en fait, ça matchait pas. Enfin, et au final, on a trouvé. Et une fois qu'elle m'a dit, bah en fait, c'est là que je vais le faire. C'est parti. Moi, au-delà de ce truc de OK, tel auteur, telle autrice écrit sur tel quartier, après c'est carte blanche, hein. Donc non, la plupart des textes, je savais même pas spécialement de quoi ça allait parler, parce que certes on parle d'un quartier, mais chaque nouvelle a quand même des sujets forts, Mm. de société,
Et ça, c'est venu de l'auteur ou de l'autrice, en fait, pas du tout de moi, et d'ailleurs, je me serais pas du tout senti légitime à le faire. L'intérêt aussi, et c'est comme ça que tu embarques, tes auteurs avec toi, c'est de leur proposer un jeu, de leur Mmh. proposer un défi et donc de leur laisser de leur donner à la fois une contrainte et en même temps de leur laisser une assez importante liberté qu'ils puissent s'amuser. Après, on va pas se mentir, j'ai lu quand même, Mmh. chaque auteur et autrice, j'ai lu des textes avant de les signer. Donc, et certains et certaines d'entre eux, je connais leur appétence pour le côté un peu, historique des choses, ou, pour des sujets de société très forts, que ça soit la violence faite aux femmes, heu, ou, ou la misère sociale, ou le racisme, enfin voilà, j'ai une idée en fait de Mmh. là où ils vont aller. Mais par contre, j'attends à ce qu'ils me surprennent. Et à plein d'égards, ils m'ont surpris, ouais, à la lecture de leur de leur 1re mouture, quoi. Ça, c'est plaisant et du coup, comment il organisait le recueil? Oui, pardon, c'était ça la suite de Et ta question. pas de souci. Il y avait Il y trop de a questions en une. Ouais, puis comme je disais, moi je suis parti là, on est bien, je peux parler pendant des heures. Non, il est structuré en 3 parties, donc quand on a reçu les textes, qu'on les a corrigés avec l'éditrice, on prend ces 10 textes et elle me dit c'est l'anthologiste qui fait le sommaire. Je relis, je me rends compte il y a des échos qui se font entre les nouvelles, et je me dis, j'avais le choix entre 2 sommaires en fait. Soit je faisais, un sommaire par, thème, soit je faisais un sommaire par, temporalité. Et je trouvais ça intéressant de partir sur, la collection des villes noires, et ce recueil de Reines noires, il parle de l'identité de la ville. Et je trouvais ça intéressant plutôt que parler de thématiques qui, sont communes finalement à toutes les villes, et malheureusement, parce que c'est des thématiques, fortes, et on est en roman noir, donc assez dur, je préfère pour moi, centrer sur des thématiques qui sont communes à un peu à tous les milieux urbains, et à notre époque, était moins pertinent que faire 3 parties qui allaient vraiment parler de Rennes. Donc la première, ce sont 3 nouvelles qui nous ramènent un petit peu, dans le passé, même si, quand on parle du passé, on est toujours en lien avec le présent. Ça, c'est clair, et ces 3 nouvelles le démontrent. Mais voilà, poser un petit peu les bases de ce qu'a pu être Rennes, de ce qu'elle a pu, de comment aujourd'hui on la fantasme aussi par rapport à ce qu'elle a été. La deuxième partie va plus s'ancrer dans un quotidien, un présent, mais dans les marges de ce quotidien, quoi, et comment, dans l'ordinaire peut naître l'extraordinaire, pour le pire comme le meilleur d'ailleurs. Et puis une troisième partie où on va aller questionner un peu nos réalités, présentes, mais surtout futures, avec, un petit peu d'anticipation, avec, de la de la réalité alternative, si j'ose dire, dans les vapeurs, éthyliques. Je vous en dirai pas plus pour pas divulgacher, l'une des nouvelles, Mmh. mais voilà, comment aussi la fiction peut brouiller la réalité. Donc voilà comment j'ai agencé ces 3 parties. Merci. On l'a déjà dit un peu, mais évidemment, le centre de cette anthologie, c'est Rennes, qui est un véritable personnage. Et, la ville joue souvent un rôle très important dans le roman noir. Moi, je trouve que on peut citer l'Atlanta de Thomas Mullen, le Los Angeles de James Ellroy, ou encore le Mississippi de Greg Iles, pour citer trois références d'auteurs qu'on aime tous les deux. Euh, à quel point pour toi c'était important, à quel point plutôt, je veux dire, Rennes avait justement cette légitimité à être un personnage de roman noir? Qu'est-ce qui fait sa spécificité pour être un personnage de roman noir? Et comment tu vois justement ce rôle de la ville, du contexte, du lieu dans le roman noir de manière générale? Mmh.
Bah, écoute, déjà, que le recueil soit comparé aux œuvres de ces trois auteurs, et je trouve ça incroyable. Donc, merci beaucoup. Euh, non, bah, comment je pense qu'il y a je me permets, il y a une tradition dans le roman noir qui est, enfin, c'est une littérature de genre, et donc quand on dit littérature de genre pour parler de la littérature de genre noir, il y a forcément des références et des codes. Et l'importance du territoire, du terrain d'étude, de là où on nous emmène est hyper importante. Et donc la ville, finalement, est prépondérante dans le roman noir. Et ce, depuis Chandler jusqu'à effectivement Elroy. Enfin, il y a des auteurs et des autrices quand on en parle, on parle de la ville en fait. Aujourd'hui, quand on nous parle de Connelly, on sait qu'on est à Los Angeles. Quand on nous parle d'Elroy, on sait qu'on est à Los Angeles. C'est même encore pire que ça, parce que Elroy, on sait qu'on est à Los Angeles, années 50, tu vois. Enfin, donc voilà, la ville, elle est là. Elle fait partie du genre. Maintenant, pourquoi ma question, c'est pas tant pourquoi une ville peut être un personnage que pourquoi Rennes parmi effectivement Paris, New Delhi, et là-dessus, j'ai essayé d'exprimer un petit peu ça dans la préface. C'est que pour moi, Rennes déjà est une ville de littérature au sens large. Donc j'en parle, je parle du nombre de librairies indépendantes, je parle des bouquinistes, je parle des lecteurs, je parle des éditeurs, les auteurs et autrices, ben, on le voit dans le recueil, ils sont là aussi. Il y a ce côté terre de littérature. On est, après, je peux citer plein de choses. On n'est pas loin de Brocéliande, terre de légende, la Bretagne, où il y a vraiment une oralité dans cette région. C'est le Grand Ouest, c'est la partie de la France où il y a le plus de librairies. On a tout cet imaginaire autour de la mer aussi, les naufrageurs, les phares. Et quand je parle de littérature, j'en parle vraiment au pluriel. Si on parle de la BD et de la manière dont la Bretagne fait vivre la BD par ses auteurs, ses autrices, c'est assez remarquable. Rennes, c'est une ville aussi qui, dans son identité, a plein de récits. Donc moi, je me suis penché avec beaucoup de plaisir sur les histoires de crimes à Rennes, et j'ai découvert plein de choses. Alors évidemment, depuis la Gégado, l'empoisonneuse, qui est une affaire plus ou moins connue, mais à des choses qui le sont beaucoup moins, mais qui m'ont vraiment sidéré, et de me rendre compte que cette ville, en fait, est un espace de roman noir, et ce depuis des siècles déjà. Et puis, je me suis amusé aussi dans ma préface à parler de l'identité de Rennes comme une ville de feu et de glace, de feu et d'eau. Euh, Ça aussi, ça m'a beaucoup plu d'aller chercher ce truc de multi-identité, en fait, de la ville. Et puis, bah, ça m'a amené à me rendre compte, en parlant avec les gens avec qui je partage cet espace, les Rennais et les Rennaises que je connais, qu'on a toutes et tous soit des marqueurs collectifs, des choses sur lesquelles on se rejoint complètement et on se dit, bah oui, ça c'est notre ville, et Mmh. ça on le ressent toutes et tous, et puis des choses beaucoup plus personnelles qu'on va vivre, que d'autres ne vont pas du tout vivre. On a tous et toutes des perceptions différentes. Donc là, dans le recueil, il y a 10 manières d'appréhender la ville, et qui ont cette chose très collective, un peu universelle, et en même temps très personnelle. Et ça, c'est une des réussites du recueil pour moi, d'arriver vraiment à donner une vision globale de la ville, et en même temps proposer des visions très personnelles, que ça soit sur le ton de la nouvelle, sur le sujet abordé, sur ouais, cette manière d'appréhender la ville, quoi. Mon recueil, il est sur la ville, mais il est aussi sur les personnages, Mm, les personnes qui se battent pour un avenir meilleur. Moi, je trouve qu'il y a un côté justement très social par rapport à ça. Il y a beaucoup de nouvelles qui mettent en scène des petites gens, entre guillemets, même si j'aime pas ce terme, et qui se battent en valeur. Et il y a une citation dans ton recueil que tout le monde te cite à chaque rencontre, mais bon, je pense que je vais te la citer encore parce que je trouve qu'elle est vraiment bien dans ta préface. C'est tu expliques: une ville est la somme de toutes les singularités qui la peuplent, des individualités qui nourrissent son identité et la forgent génération après génération. Chacun de ses habitants y dépose son histoire et contribue à faire de sa ville un espace de récit. Il y a des grands auteurs de romans noirs, là je vais encore te comparer à certains auteurs, je trouve, Alan Parks, Caril Ferret, tout ça, qui mettent vraiment en valeur ces petites gens, ces délaissés. À quel point le roman noir, sa force justement, c'est de mettre en scène
ces aspects-là, ces aspects sociaux, ces aspects culturels, ces aspects politiques? Est-ce que c'était, enfin, je sais que tu as laissé la liberté aux auteurs, mais est-ce que c'était, t'es content justement, t'es satisfait de cette façon dont ils ont abordé ces sujets sociétaux, ces personnes-là particulières? J'en suis très heureux et ça fait partie de la confiance que je leur ai accordée. Euh, C'est-à-dire que quand je fais appel à ces auteurs et ces autrices-là, je suis persuadé qu'ils écrivent déjà du polar et du roman noir ou non. Euh, je me permets, tu peux te brancher, tu as une multiprise juste derrière au niveau de l'halogène si tu Problème technique. veux. Quand je fais appel à elles et eux, je leur fais vraiment confiance pour, combien même ils en écrivent ou pas, aller chercher cette dimension-là du roman noir qui est de parler des marges. Et donc de parler des individus, des sans-voix quelque part, ou en tout cas, pas forcément des sans-voix, mais des gens qui ne la prennent pas à cette voix-là, et qui vivent, qui se coulent finalement dans une réalité et ne font pas forcément de vagues, et ne sont pas forcément mis en avant. Voilà. Et effectivement, c'est le propre du polar. Alors le polar, c'est le polar pour le policier. Cette littérature-là, le roman de gare, enfin là-bas, c'est une littérature qui est éminemment populaire, et c'est une littérature où peut-être qu'à un moment aussi, on en a marre de proposer des héros et héroïnes qui soient des grands bourgeois, des gens qui ne sont pas des gens du peuple, sans leur... Il n'y a, pas de pique hein, du tout dans ce que je dis Mmh. là, mais de proposer plutôt des gens qui vont être à la hauteur de leurs lecteurs, en fait. Et je parle de classe sociale, hein. Et des gens aussi qui ont des failles, qui ont des casseroles aux fesses, qui doivent dealer avec leurs démons, avec les contraintes de la vie, de la société. Il y a ce truc-là de ramener un peu une littérature terre à terre. Et puis le roman noir se veut aussi brut pour mieux analyser le réel, en fait, livrer un récit sans concession, une analyse voilà, brute de forme sur des faits de société. Donc voilà, pour boucler pour répondre en fait à ta question plus simplement, oui, j'ai cette confiance-là aux auteurs, j'en suis ravi parce que ils me l'ont rendu cette confiance vraiment la la chaque nouvelle apporte cette dimension-là. On va pas se mentir, c'est dans le cahier des charges. Asphalt a à cœur, la collection Ville Noire doit raconter les villes, mais avec une dimension sociale. Ça, c'est clairement, défini, hein, dans le contrat moral qu'on a avec les auteurs et les autrices. Et puis pour revenir à la toute première question que tu m'avais posée, oui, moi, de par mon parcours et mes expériences du social, bah oui, j'ai à cœur, mais dans mon métier, en règle Mmh. générale, hein, de proposer des textes où il y a cette dimension-là. C'est là que je mets du sens. Il y en a d'autres en littérature, mais moi, c'est très important ce sens d'aller nous mettre dans la peau de ceux et celles qu'on ne côtoie pas forcément, de d'aller questionner ces altérités-là et pour cimenter un peu plus la société finalement, entre lecteurs. Voilà. Tu as déjà répondu un peu à la question, mais justement, pourquoi le roman noir, il permet justement de parler de ces sujets de manière très éclatante? La littérature blanche aussi, mais le roman noir, je trouve qu'il y a vraiment ce côté, t'as côté, t'as parlé un peu du côté brut. Comment ce côté brut, justement, il permet d'explorer des thèmes très sombres comme ça, mais ça passe. Là où dans un roman plus classique, parfois aborder ce genre de sujet passerait moins parce que ça dénoterait avec le reste du récit peut-être. Mmh. Alors je pense que déjà ça se base sur quelque chose de pas très reluisant, mais que en tant qu'espèce, l'être humain aime se faire peur, aime aller au contact, mais sans vraiment y aller. Le livre, c'est un médium, mais voilà, quand on nous décrit quelque chose de brutal, noir, moralement absolument pas acceptable et qu'on n'aurait pas du tout envie de vivre dans un sous-sol, dans un parking miteux d'un HLM, eh ben on peut y aller en ouvrant un livre et on n'ira pas par nous-mêmes et on en ressort avec, en tout cas j'espère, pas trop de séquelles psychologiques et rien de grave ne s'est passé si ce n'est qu'on a été confronté à ce fait horrible. Et donc il y a ce côté, effectivement, jouer à se faire peur. C'est là toute l'efficacité d'ailleurs du roman noir, hein. C'est de proposer un divertissement et qui est un peu
Ouais, un peu moralement interdit, questionnable, moi ça me fait souvent rire. C'est quelque chose sur lequel je joue et on se marre beaucoup avec mes lecteurs là-dessus en rayon. On se dit Mmh. que le rayon polar, c'est là où se croisent les psychopathes et en fait, on croise des gens qui sont bien sous tout rapport, très propres sur eux et on se doute pas que dans le bus, quand on les regarde de loin, Mmh. ils sont en train de lire, qu'ils sont en train de courser un tueur en série avec l'enquêteur, bon. Il y a déjà cette dimension-là. Ensuite, il y a, je pense, le fait, donc ça c'est pour le lecteur, mais de la part des auteurs, on pourrait se questionner pourquoi ils écrivent ça. Et je pense qu'il y a un côté exutoire, catharsis. En fait, nous, en tant que citoyens, en tout cas celles et ceux qui ne sont pas enquêteurs à la crime ou qui n'ont pas comment dire, de pouvoir sur les crimes pour les résoudre, pour les empêcher, si ce n'est celui qu'on a en tant que citoyen. Et ben il y a un côté ok, par la littérature, par l'imaginaire, je vais aller contrer ça, quoi. Je vais aller camper des salopards et puis je vais les arrêter. Mais avant ça, je vais montrer ce qu'ils peuvent faire et c'est terrible ce qu'ils peuvent faire. Et donc c'est jouer un peu avec les garde-fous de la société, c'est pointer du doigt certaines choses. Moi, j'aime pas les polars. Il y en a pas tant que ça, ceci dit, mais les polars qui vont justifier des actes horribles, j'aime les polars qui vont les expliquer, ou en tout cas Mmh. tenter de les expliquer, les mettre en lumière, les décortiquer par des angles sociologiques, psychologiques, psychiatriques. Là, c'est intéressant parce que un monstre, si on ne le questionne pas, si on ne cherche pas à le comprendre finalement, ça reste un monstre. Et on peut rien contre lui en fait. Il a tout pouvoir. Alors que un monstre, si on arrive à expliquer ses gestes, on peut du coup les anticiper. Donc on peut l'empêcher, on peut potentiellement l'enfermer, l'empêcher de nuire, mais aussi peut-être le sauver de lui-même. Enfin après, je vais un peu loin, mais tu vois, il y a un truc de OK, si je reste dans le noir et que j'entends grincer des dents quand je suis au fond de mon lit quelque part dans ma chambre, bah, je peux avoir peur pendant très longtemps. Si j'allume la lumière, ce que je vais voir va peut-être pas du tout me plaire parce que esthétiquement ça sera affreux et choquant, mais j'aurai moins peur, je serai plus dans le noir. Et désolé pour, la succession de métaphores un peu un peu douteuses, mais voilà, il y a vraiment cette idée que le polar, pour moi, a cette double vocation divertissante, fascinante, fascination morbide, et en même temps d'utilité publique, parce qu'en fait, on ouvre la voie à des sujets qui n'étaient pas forcément traités avant, ou en tout cas pas traités de cette manière-là. Faire du roman noir, c'est aussi se dépouiller un petit peu de la morale, c'est, ne pas prendre de gants, et emmener le lecteur en fait à se casser un peu les dents sur quelque chose, en lui disant: «Bah ouais, c'est ça la réalité et elle est pas toute belle». Et dernière chose aussi, je pense que le roman noir, la littérature noire par excellence est le genre qui évite tout manichéisme en fait, quoi. Mmh. Et c'est comme ça que Ouais. tu fais, que tu vas chercher les zones grises et que tu fais exploser juste le bien, le mal, voilà. Chose que la littérature blanche générale a peut-être un peu moins de mal à faire. Historiquement, on pourra reparler d'un point de vue plus contemporain, mais historiquement, voilà. Question, question, large, réponse large. Hem, Ce qui est intéressant aussi, je trouve, avec le roman noir, et c'est le cas par exemple chez Caril Ferret, par exemple Okavango par exemple, c'est qu'en fait on sait déjà dès le début qui est le tueur. C'est pas le problème du Mmh. récit. Et dans Reine Noire, c'est un peu pareil. D'ailleurs, il n'y a pas forcément pas des enquêtes à proprement parler. Dans Reine Noire, c'est plus des déambulations dans la ville. Et ce qui est intéressant avec le roman noir, c'est le chemin et peut-être pas le résultat final, entre guillemets. Et je trouve que c'est intéressant justement ce côté-là aussi de déconstruire. En fait, les gens ont dans l'imaginaire populaire l'impression qu'un polar c'est une enquête, un policier, machin et tout ça, Mmh. et que c'est l'énigme qui compte. Là où le roman noir, pour moi, c'est ce qui est important, c'est le milieu, j'ai envie de dire, enfin, la déambulation dans la ville, parmi les personnages et tout ça, plus que l'enquête à proprement parler. Et notamment dans Reine Noire, c'est pas un recueil d'enquête en fait. Ouais, complètement, tu raison. C'est un recueil qui va jouer sur les nuances, du noir, et donc il y a peut-être une nouvelle où il y a un flic et encore, est-ce qu'on peut appeler ça un flic? Mm. Mais non, sinon ça va plutôt effectivement être,
Être des monsieur, madame tout le monde, hein, des citadins, citadines, comme un grand nombre, qui vont se retrouver embarqués dans des mécaniques, des engrenages. Et après, si on veut parler de la ville, je pense qu'effectivement, on peut incarner un Batman, le justicier, mais est-ce que c'est pas plus intéressant finalement de mettre en scène des citoyens ordinaires? Je pense que ça renforce complètement le, je perds mes mots, l'immersion du lecteur en fait, Mmh. et le fait qu'il s'assimile au personnage, et que ça permet de mieux camper les nouvelles. Ça, c'était de toute façon un choix qui revenait aux autoristes, hein, clairement. Euh, mais oui, le polar, alors on parle de polar au sens large parce que historiquement, on a toujours appelé ça un polar. C'est le livre policier, le roman de gare avec le flic un peu porté sur la bouteille et qui doit aller résoudre des crimes, qui a affaire avec beaucoup de corruption, qui est un peu livré à lui-même, qui doit dealer avec ses fantômes. Ça, c'est un petit peu le cliché, si j'ose dire. Et c'est un genre, hein, de roman noir, c'est de la littérature policière. Mais finalement, le roman noir est bien plus large que ça. Et comme tu le dis, oui, il y a un point A et un point Z, et tout l'alphabet au milieu. Et évidemment qu'on aime bien se faire manipuler, on aime bien avoir des jeux de masques, à la fin se dire ah, l'auteur ou l'autrice m'a bien eu là, j'y étais pas du tout. Mais finalement, est-ce que ce qu'on préfère, c'est pas retirer quelque chose de notre lecture sur, tu parlais de Caril Ferret, ben, en fait, refermer le livre et se dire, bah, waouh, j'ai appris plein de choses sur l'Afrique du Sud, et pas seulement sur la ségrégation raciale, hein, Mmh. mais d'autres choses, pas plus reluisantes d'ailleurs que ça. Ou pareil sur son triptyque sur l'Amérique du Sud, ou le diptyque néo-zélandais, en fait, d'aller voyager, d'aller voir un peu sur ce truc ethno, sociaux, d'autres pays, ou alors aller creuser plus sur la psyché humaine, tu vois, dans le thriller, quoi, et s'interroger. Là, dernièrement, par exemple, il y a un auteur qui est apparu qui s'appelle Enger, Enger. J'ai un trou, qui a écrit Les Veuves et Féminicide. Et tu vois, qui fait du thriller où bah, tout est dans le titre, hein. Il va aller creuser cette question des violences faites aux femmes. Et ben, je pense quand même que les lecteuristes qui vont découvrir cet auteur vont vers un sujet de société, plus que un thriller haletant. Mmh. Ça tombe bien, il y a les deux. Mais voilà, je pense que quand ils sont dans la lecture, ils ont envie de se frotter un peu à ce sujet-là et de s'interroger dessus, plus que aller arrêter un tueur. Voilà. C'est exactement ce que je pense aussi et du coup, je suis content que tu aies répondu ça. Non, il y avait pas de réponse, demandée. Maintenant qu'on a plutôt bien abordé Reine Noire, je te propose de passer à la rubrique conseils. Ouais. Est-ce que tu aurais des conseils à nous faire? Et on va commencer par la musique. Tu veux nous parler Ah, d'un groupe, je me permets simplement, s'il y a juste une chose à conseiller, c'est quand même ce fabuleux livre qui est sorti il y a un mois. Et désolé, je pouvais pas m'empêcher. C'était mon côté promo. C'est vrai. Et pour ceux qui ont vu l'épisode avec Norman Django, ils savent que je l'ai déjà conseillé dans la rubrique conseils avec Norman. Donc, ça sera un deuxième conseil. Donc, tu voulais nous parler d'un groupe de musique des années 80, 90, 2000. Je te laisse nous en parler. Ouais, alors c'est un petit groupe, des petits jeunes qui démarrent, que personne connaît. Alors je me suis dit que c'était important de les mettre en lumière. Bah non, mais quand j'ai découvert ton format de podcast et que tu m'as dit, voilà, on va faire une partie conseil, ce que je trouve hyper chouette. Bah, je me suis dit, ok, tout simplement, qu'est-ce que j'écoute en ce moment? Et en ce moment, je suis revenu à ce grand groupe que sont les Red Hot Chili Peppers. Parce que je le fais découvrir à quelqu'un qui m'est cher, redécouvrir en l'occurrence. Et on est en plein dans cette phase du groupe là ouais, de By the Way, de Stadium Arcadium. Donc ils sont deux albums qui arrivent début des années 2000, à quelques années d'intervalle.
juste après Californication, qu'on aurait pu citer. En fait, on est plus sur un triptyque d'ailleurs que Californication qui arrive en 99, qui est un peu qui signe le grand retour du groupe, le renouveau, avec une couleur musicale autre. Et donc déjà, évidemment que je recommande. En plus, on est en timing parfait là pour l'été. C'est vraiment une musique. On met tout de suite du Red Hot. On est en Californie avec le soleil. Et ouais, ça me tenait à cœur d'en parler. Merci. Et après, tu voulais nous parler. Juste, pardon, je pensais que tu allais me relancer. Ah, C'est pour pardon, ça. ouais. Non, c'est vrai, ouais, t'as raison. Non, Bah, en vrai, moi, je connaissais pas les. Pour relancer. ouais. Pardon, excuse-moi, Non, non, je t'en un prie. petit bug. Je connaissais absolument pas les Red Hot Chili Peppers. Je pense que je vivais dans une grotte, probablement. Et du coup, quand Loïc m'a parlé de Stadium Arcadium et puis de By the Way, j'ai écouté. Et c'est vrai qu'il y a un côté finalement assez. Je ne sais pas comment décrire, mais californien et en même temps très recherché dans ces deux albums-là en particulier. Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte surtout de l'influence que ça a eu sur le rock en général. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Et pourquoi, c'est quoi pour toi la patte musicale des Red Hot qui après finalement a influencé après le reste? Ouais, alors c'est rigolo parce que ouais, on se le disait hors antenne. En fait, toi, t'écoutes Stadium Arcadium et tu te dis, putain, mais j'ai déjà entendu ça et en même temps non. En fait, c'est vachement référencé. Et les Red Hot, ils ont eu plein d'enfants derrière, quoi. Et ils ont vraiment marqué leur époque. Comme tu le dis, c'est vraiment le rock californien. On peut pas s'empêcher derrière de penser à The Offsprings ou Sum Ouais. 41. Enfin voilà, il y a vraiment une couleur. Et en fait, ces albums-là, ils interviennent, c'est le climax de la carrière des Red Hot. En fait, quand ça drop. Avant ça, il y a 20 ans de carrière, quoi, avec des hauts, des bas, beaucoup de tentatives musicales. Et en fait, à la base, les Red Hot, donc c'est un groupe, ils sont quatre. Il y a Chad Smith à la batterie qui est arrivé un peu tardivement, mais qui est arrivé. Il cherchait un batteur pour pouvoir suivre Flea, qui est le bassiste, qui envoie des grands riffs enfin des- il joue de la basse, mais c'est un fou furieux, quoi. Enfin, vraiment, Mm. faut écouter les morceaux, faut voir les lives. Il est complètement fou. Et donc, c'est pas n'importe qui peut battre la mesure d'un mec comme ça. Chad arrive et il lui donne le change. Il y a Anthony Kiddis, qui est le chanteur, donc qui est très ami avec Flea, le bassiste. C'est un peu eux, les deux, le duo, la colonne vertébrale du groupe. Le mec était un rappeur à la base. Finalement, donc sur les premiers albums, il est très rap. Enfin, vraiment, ouais, il a une couleur, une attitude hip-hop. Puis à un moment, il se met à chanter. Là, tu fais, mais le mec chante divinement bien. En fait, il est fait pour ça. Mais il a toujours gardé ce truc très hip-hop, très flow. Et puis le guitariste John Frusciante qui est arrivé pareil sur le tard. Donc, ils avaient un premier guitariste qui est décédé. Cruciante est arrivé après. C'est un groupe qui a connu, comme je disais, des hauts des bas, des histoires d'addiction hyper présentes. C'est une super histoire d'amitié aussi et comment on se porte les uns les autres, comment on peut se faire défaut parfois, mais comment rien n'est irrattrapable et on peut toujours rendre l'appareil, même un peu tard, c'est jamais trop tard. Donc ça, c'est magnifique. Il y a tout un storytelling vraiment autour de ce groupe. Enfin, moi, je suis très sensible à ça, à la Mm. Mhm. musicologie et l'histoire en fait qu'il y a derrière l'œuvre et la carrière. Et, euh, et donc, pardon, je me perds un peu, mais John Frusciante a apporté une couleur en fait au Red Hot qui est sur Californication, By the Way, Stadium Arcadium, et qui en fait donc un groupe de rock, mais avec des couleurs funk, hip-hop, pop. C'est Stadium Arcadium, c'est un album, on l'écoute, on se dit mais putain, c'est que des hits de radio en Mm. fait, et Mm. c'est que des trucs qu'on peut écouter comme ça sans vraiment y prêter attention. Des morceaux qui s'enchaînent hyper bien et qui plaisent à un public hyper large. Et puis en même temps, et ben, quand on écoute ça au casque, on se rend compte de tous les backs que peut faire John sur les chants de Anthony. Sur Stadium Arcadium, il y a une montée en puissance des solos de guitare de John Frusciante qui, alors le mec se fait plaisir, c'est-à-dire que c'est un double album. Chaque fin de morceau ou presque, il y a un solo de guitare de John, quoi. Le gars, il est partout. De se rendre compte du travail de Flea à la basse, les breaks de batterie derrière, et puis des autres artistes qui vont chercher, enfin des références
À un moment dans Stadium Arcadium, ils ont une petite phase où on va du côté du métal. Alors t'es un peu avec System of a Down. Enfin, je parlais de Climax, je finirai là-dessus. C'est des albums où si on me demandait qu'est-ce que c'est un artiste ou un groupe d'artistes qui vit son épiphanie en fait. Et c'est les Red Hot sur ces albums-là et notamment sur Stadium Arcadium, c'est-à-dire que chaque prise de risque est une réussite. Tout est à sa place. On sent que on n'est même plus dans une réflexion de ce qu'on fait. De toute façon, on le fait parce que c'est ce qu'on fait et on le fait comme ça. C'est juste magnifique. C'est une consécration. Et en fait, notamment dans l'histoire du rock, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de groupes qui ont réussi à aller jusqu'à ce niveau-là, et comme ça, avec une montée des hauts des bas, et d'arriver à ce truc où bah voilà, on a la pièce maîtresse, quoi. C'est magnifique pour ça, et merci aux Red Hot d'exister, tout simplement, quoi. Et en même temps, comme tu dis, c'est vraiment, on a l'impression que c'est le sommeil. Puis après, maintenant, après, en fait, comme tu disais, 20 ans après, à faire un nouvel album. Ça veut dire qu'ils avaient un peu essoré tout leur talent et ils avaient vraiment atteint leur paroxysme de qualité avec cet album-là, t'as l'impression. Ouais, exactement. En fait, quand ils sortent Stadium Arcadium, alors il y a une tournée. De toute façon, faut regarder les concerts des années 2000 entre By the Way et Stadium Arcadium. C'est n'importe quoi. Enfin, les mecs, ils jouent une fois par semaine et à chaque fois, c'est un nouveau solo différent sur Danny California et tout. Enfin, c'est vraiment, ouais, c'est fou. Et donc, quand ils sortent de ce truc-là, en fait, ils se posent, quoi. Ils disent, bon, ben, un peu, bon, ben, une fois que c'est bon, quoi. On a posé le truc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, t'as Anthony, le chanteur qui devient papa, le bassiste qui crée sa fondation pour transmettre. Les uns les autres, enfin, John, il va faire une carrière solo. Et donc, les Red Hot continueront de tourner dans les années après, mais plus avec John Frusciante qui est parti de son côté. Donc, c'est un pote à lui qui vient sur les concerts filer un coup de main à la gratte. Et c'est très bien. Mais bon, C'est moins bien. les puristes diront que c'est moins bien. En vrai, c'est très bien. Et puis ils reviennent début 2020, je crois. Je sais plus les dates exactes, mais ils reviennent. Et alors, tu sens qu'il n'y a plus cette alchimie suprême qu'il y avait à ce moment-là. Donc c'est un peu moins bien, mais putain, ils sont encore sous la pédale. C'est les vieux potes qui reviennent. C'est magnifique. Et alors moi, j'ai pas fait ces concerts-là. Je les ai jamais vus en concert, les Red Hot. Mais j'ai eu plein d'échos sur les concerts Stade de France qui a eu lieu là post 2020. Les mecs, ils ont quoi? Ils ont 60 balais, en fait, de mettre un feu, mais donc ouais, c'est vraiment un groupe de légendes, c'est vraiment un groupe de légendes et moi, c'est un groupe qui me fait du bien, en fait, voilà, c'est marrant parce qu'on parlait beaucoup de romans noirs et de sujets difficiles, de société. On vit une époque qui est pas simple, et il y a des œuvres artistiques comme ça. Moi, j'écoute ça tout seul dans ma bagnole et j'ai l'impression que je suis entouré de centaines de milliers de gens, tous les fans des Red Hot, parce qu'en fait, ça nous met tellement du baume au cœur. Tu te sens relié en fait. Voilà, c'est un powerful quoi. Soulful music quoi. De la musique comme vecteur de bonheur, moi j'ai eu un peu ça, j'ai un peu eu cette impression quand j'écoute l'album The River de Bruce Springsteen, Mmh. qui est justement un album très rock, très dynamique, très rock un peu à rockabilly années 60, 70 et tout ça. Et il a fait exprès justement de mettre des bruits de foule dans l'album et vraiment des rythmes très dynamiques. Et quand tu écoutes ça, tu as vraiment l'impression, comme tu dis, que c'est le bonheur ultime, que tu es bien. Et justement, pour venir te voir là où on enregistre l'émission, j'ai écouté Stadium Arcadium avec ma fenêtre ouverte, mes lunettes de soleil là, au soleil, et puis j'avais un peu, vraiment, j'ai retrouvé ce côté de Bruce Springsteen de The River, parce que justement, c'est OK. cette espèce de vecteur de bonheur. Et pour moi, la musique, c'est ça aussi en fait. L'art en général, mais moi, je sais que la musique, c'est vraiment l'art pour moi qui me rend le plus heureux par rapport à ça, quoi. C'est vraiment la puissance musicale quand c'est. Et là, quand tu écoutes parler des Red Hot, j'ai l'impression que c'est ça que tu ressens avec Ouais, les Red ouais, Hot. complètement et je te rejoins en fait, peut-être que ça tient au fait que ça soit très organique, tu vois? La musique comme art, par essence quoi. Il y a un truc, à un moment, c'est qu'une histoire de vibration quoi et du coup, oui, ça peut te créer des sentiments, des sensations incroyables. Je rebondis juste par rapport à Springsteen. Toi, tu dirais qu'il y a, tu identifierais un moment de sa carrière où il a un climax comme ça, une épiphanie, où c'est plus dilué. Bah, il y a Je des. me permets de te demander, parce que je sais Ouais, qu'on a
très très grand connaisseur de Bah, Springsteen. je sais que je me suis intéressé beaucoup à Springsteen là, depuis 2-3 ans. J'ai lu son autobiographie notamment et tout ça. Et c'est vrai que. Et moi, je trouve que justement, le climax de Bruce Springsteen, c'est vraiment l'album Darkness on the Edge of Town de Hmm. 1978 et l'album The River de 80. On pourrait dire que c'est très tôt dans la carrière de Bruce Springsteen, c'est que 7 ans sur les 50 ans ou 60 ans de carrière qu'il a, mais pour moi, c'est vraiment les deux albums basculent dans sa carrière, c'est-à-dire là où il atteint son apogée et là où, à mon avis, pour moi, il n'y a pas d'apogée après. Pas dans le sens où c'est pas bien, il y a des albums super après, vous avez The Ghost of Tom qui est incroyable, The Rising qui est incroyable, enfin vous avez des albums génialissimes après cet album-là, ces deux albums-là, mais je trouve que dans la philosophie de Bruce Springsteen, de sa musique, de sa poésie, et justement de la musique comme vecteur d'unification, de bonheur et tout ça, c'est vraiment le climax. Après, c'est plus dilué parce qu'on est sur une immense carrière, une très longue carrière, donc c'est plus dilué. Mais quand même, je trouve qu'il y a quand même une sorte de, justement, de climax avec ces deux albums-là en Hmm. particulier. Là où on pourrait dire que le climax, certains diront que c'est Born in the USA qui est sorti en 1985, 5 ans plus tard et tout ça. Et c'est vrai qu'en termes de succès, en termes de popularité, tout ça, c'est clairement le climax de Bruce. Mais pour moi, le climax musical de Bruce, c'est vraiment ces deux albums-là. Ouais, bien sûr, ça c'est hyper intéressant d'ailleurs, cette notion de climax de carrière vis-à-vis de l'industrie, si on parle chiffre de vente, les disques de diamants, etc., tournées, bref, on peut parler comme ça, hein. Et puis on peut parler de climax musical, et là, c'est pour ça qu'on parle souvent succès commercial, succès d'estime, en fait. Là, on est en train de jouer là-dessus, tu vois. Ok. De toute façon, il faut que je me repenche sur Bruce Springsteen plus en avant, moi. Donc, tu vas m'aider pour ça. Oui, Mm. oui, oui. Notamment les albums avant 1980, justement, qui sont vraiment exceptionnels. Voilà. Est-ce que tu avais d'autres choses à Non, c'est rajouter sur les ok Red pour Hot? moi. On a dit pas mal de choses. J'avais à cœur de mettre les albums dans le contexte. Voilà. Mais merci beaucoup de me permettre de parler des Red Hot. Ça me fait hyper plaisir. Ouais. Je propose de passer au conseil de film. Allez. Ouais, Lars von Trier, son dernier film en date, si je dis pas de bêtises. Alors là, le choix est complètement arbitraire. C'est le dernier film que j'ai vu, en fait. Moi, j'aime beaucoup le cinéma, j'en regarde beaucoup. Ma copine est très cinéphile, donc elle m'ouvre à plein de choses. Et on a vu ça, ouais, tout récemment. J'ai pris une bonne claque. Euh, Enfin, le dernier film que j'ai vu, c'est le dernier film que j'ai vu qui m'a marqué, en fait, durablement. Donc pour ceux et celles qui ne connaissent pas Lars von Trier, c'est du cinéma indépendant, très subversif, choquant à plein d'égards. Il avait fait notamment le diptyque Nymphomaniac, qui a fait parler de lui à l'époque. Et The House That Jack Built, c'est son dernier film, je crois, qui doit dater de 2018, avec Matt Dillon dans le rôle principal. Et c'est un film de tueur en série. Ouais. C'est du roman noir à la caméra. Et c'est Lars von Trier, donc il nous épargne absolument pas. En même temps, Lars von Trier, c'est quelqu'un qui se prend quand même, qui se triture un peu les méninges. Donc là, c'est pas un énième film sur un tueur en série, c'est vraiment aller chercher dans la psychologie du tueur ce qu'il cherche à faire. Il fait tout un parallèle entre l'œuvre du tueur et celle d'un artiste. Il va aller creuser tout ce qui est de l'ordre de la frustration humaine. Donc The House That Jack Built, en fait, Jack, lui, il a un rêve, c'est de se construire une maison au bord d'un lac. Et tout au long du film et tout au long de sa vie, finalement, il va essayer plusieurs fois. Donc, il a le terrain, hein, et il essaie de la construire, hein, sauf que ça va pas, quoi. Ça va pas. C'est pas exactement comme il veut. Il a une recherche qui est une forme de recherche esthétique en fait, hein, et de recherche artistique, et de perfectionnisme et d'idéalisme qui le consume. En parallèle, il y a tous les crimes qu'il a pu perpétrer. Donc le film s'articule autour de 5 incidents, il les appelle comme ça. Je m'arrête là sur le pitch, j'en dis pas plus. Il y a des scènes très fortes. Moi, je suis un peu craintif, hein. Je suis pas hyper film d'horreur. Voilà. Après, j'aime bien quand l'horreur est mise au service d'un propos et encore une fois d'une esthétique. Le mot est important, je pense, pour parler de Lars von Trier. Mais il y a quelques fois où j'ai détourné un peu le regard quand même. Il y a une fin assez inattendue et très très bien vue. Il y a des clins d'œil, je pense, pour les gens qui aiment son cinéma. Euh, Au risque de créer un entre-soi, mais moi, ça m'a pas, moi qui suis pas, j'ai pas vu tous les Lars von Trier, et ça m'a pas non plus gêné.
Et ouais, c'est hyper intéressant, voilà, pour conclure, la manière dont il traite la figure du tueur en série. J'ai trouvé ça très bien. Il le romantise pas. Comment? Il nous met pas dans une situation de fascination morbide pour le monstre. Il y a plein de fois où c'est un peu brut de forme et en même temps il l'humanise. Il l'humanise quoi, mais sans en faire trop. C'est très fin. C'est très très fin. Je l'ai pas vu, mais moi, ce que tu me dis, ça me fait penser un peu au film, au roman noir, film noir coréen. Hmm. Euh, sa Memories of Murder, par exemple, ou à d'autres films comme ça, où, comme tu dis, le noir est vraiment au service d'un propos en Corée social et moral. Je pense que dans le Lars von Trier, il y a aussi ce côté-là. Et, et du coup, ça me fait vraiment penser à ça. Et pour moi, c'est vraiment l'apothéose du film noir, justement, c'est ce côté-là, un peu comme le roman noir, de d'explorer la psychologie humaine sans manichéisme et en même temps aussi explorer la société par ce personnage-là. Le particulier pour l'universel. Ouais, alors dans le Jack Bult, ce qui est intéressant, c'est que je dirais pas que c'est du cinéma social, tu vois. Alors je te rejoins complètement sur le film noir coréen et comme toi, moi j'adore ça, les Bong Joon-ho et tout, enfin c'est incroyable. Là, je dirais pas que c'est du cinéma social parce que c'est un cinéma qui est très individualiste, individualisé. On est sur ce personnage-là, on est avec lui, c'est un loup solitaire, il est à part. Il est D'accord. vraiment, pour le coup, c'est un personnage qui est antisocial, tu vois, qui est hyper aseptisé, enfin aseptisé, aseptique plutôt. Enfin, il est complètement fou. C'est un sociopathe, quoi, tu vois. Il a aucune capacité d'empathie, et il vit avec personne finalement, tu vois. Et donc, il est pas dans la société. Donc, il y a pas ça, mais preuve en est. Nous, on peut aussi aller sur l'aspect très psychologie humaine individuelle, en fait. C'est tout aussi intéressant, quoi. Euh, et ça m'amène une question sur les œuvres qui arriveraient à joindre les deux. Parler de sujets sociaux, tu vois, donc grande échelle, collectif, nous en tant que groupe, et puis qui en même temps parlerait d'une psychologie bien ciblée, particulière, à l'échelle individuelle. Ça mériterait de s'y pencher, tu vois, et de chercher comme ça des œuvres qui arrivent à joindre ces deux trucs-là. En film ou en littérature ou Les en deux, général, ouais, hein. je sais pas si c'est des choses qui te viennent. Moi, comme ça, non, tu vois, mais parce qu'il faudrait que Ouais. j'y pense, quoi. Comme ça, moi, le premier roman là qui vient d'arriver dans ma tête, c'est Le démon de la colline au loup, Hmm. de Dimitri Rochambori, qui justement par le biais de ce personnage, franchement, je ne peux pas vous parler du résumé parce que c'est trop, je vais vous gâcher un peu l'histoire. No spoil! Mais par le biais du personnage, par le biais de sa vie particulière et par le biais de sa folie, de son exploration de sa psychologie particulière, ça aborde aussi les raisons de pourquoi il est comme ça et du coup des questionnements moraux aussi par rapport à la société en quelque sorte. Complètement, ouais. Je sais pas si c'est ce que tu voulais dire, mais Si, complètement, t'as raison. Ouais, et c'est pas pour rien quand on sait d'où il vient, l'auteur, son métier et tout ça. En fait, c'est évident qu'il y a ces deux trucs-là. Moi, je vais encore prêcher ma chapelle. Tu vas finir par m'en vouloir, mais dans le recueil, on a un auteur qui s'appelle Benjamin Dierstein, Mmh mh. qui a fait déjà plusieurs romans noirs et policiers, et notamment enfin, dans tous, hein, mais je pense à La Sirène qui fume, son premier, qui moi m'a vraiment marqué. J'en parle beaucoup en librairie, quand bien même il a sorti plein d'autres bouquins depuis, hein, mais il y a des personnages on va suivre deux flics en fait dans La Sirène qui fume. Chacun a une psychologie hyper hyper forte, hyper dure, hyper abrasive. Et en fait, il y en a un, on est dans un récit à la troisième personne, l'autre, on a un récit à la première personne, on est dans sa tête. On n'a vraiment pas envie d'être dans leur peau et dans leur tête, justement. Et le livre, l'enquête va traiter d'un sujet de société, finalement. Et en même temps, alors que l'enquête est menée, ben, les types qui l'amènent, on est dans des psychologies individuelles complètement border. Et ouais, ça c'est un exemple de comment lier effectivement les deux, le côté un peu social, sociétal, hein, et en même temps individuellement la folie en fait quoi. Bref, et en fait il y en a plein d'autres je pense, mais Oui, je suis oui. parti un peu vite comme ça et les exemples nous viendraient au fur et à mesure, mais voilà, ça c'est deux dimensions effectivement très
sont inhérentes au genre noir, quoi. Le collectif, l'individuel, le psychologique, le social, sociétal, hein. Merci. En plus, Benjamin Dierstein, j'ai jamais lu. J'ai découvert Benjamin Dierstein justement par la nouvelle de ton recueil. Et j'ai trouvé sa plume assez incroyable. Et je serais curieux de savoir ce qu'il peut écrire sur un gros roman, avec en plus souvent des sujets politiques et Mmh. sociaux. Et vraiment, je suis très curieux parce qu'en fait, je trouve que dans la nouvelle de Benjamin Dierstein, justement, il y a ce. Tu parles de flic border un peu, il y a ce flic un peu Mmh. psychologique et qui a une épaisseur psychologique Mmh. aussi parce que la société l'a abîmé. Mmh. Complètement. Ah bah, complètement. Et puis, Benjamin, moi je l'aime beaucoup pour ça, c'est qu'il a plusieurs facettes. Ce personnage-là que tu as rencontré dans la nouvelle, est hérité d'un roman qu'il avait fait qui s'appelle Un dernier ballon pour la route et où tu vas retrouver la même tonalité, si j'ose dire, que la nouvelle. Mais il sait faire aussi, bah, voilà, du roman noir d'enquête, un peu on l'a beaucoup comparé à Elroy. Tu vois ce truc de très, très dense, un peu, ultra réalisme et bref, dans certains bouquins, il va t'envoyer du rapport de police un peu brut, enfin il D'accord. joue pas mal avec la forme. Et puis il y a sa dernière trilogie là qui est sortie, Mm. qui elle va en plus de ça revêtir vraiment un aspect historique. C'est un très ancré dans les années 80 et donc l'histoire politique de la France, de ces années-là. Voilà. C'est marrant, je pense, ce que tu dis par rapport à Benjamin Dierstein, parce que nous, en tout cas, à la librairie où je travaille, c'est le même public. C'est deux auteurs qui sont dans ton recueil, justement, Frédéric Paulin et Benjamin Dierstein, Mmh. qui, de base, sont plutôt catégorisés noirs et ont sorti ces deux trilogies historiques et politiques, des sujets qu'ils abordaient déjà avant, mais là, ils ont été mis en blanche, Paulin chez Agulot et Dierstein chez Flammarion. Et en fait, du coup, ils sont en train de prendre une dimension en fait incroyable, je trouve, ces deux auteurs actuellement, par rapport à ça, par rapport à ce dans la lignée de ces grandes trilogies politiques, thrillers politiques, parce qu'en fait, ça reste des romans noirs en quelque sorte. Ah mais complètement. Mais là, ils ont été mis en blanche et justement, ça les fait éclater en ce moment. Et je trouve que la trajectoire de Paulin et Diershan actuellement, elles sont très similaires. Ouais, ouais, complètement. Après, ça reste du polar, hein, ça c'est clair. Moi, je les garde jalousement dans mon rayon polar, dans ma librairie. Mais c'est vrai que ils ont. Alors, Frédéric, peut-être depuis un peu plus longtemps maintenant déjà avec sa trilogie Ben Lazare. Et Benjamin, il y a vraiment une forme là de consécration pour la trilogie Bleu, Blanc, Rouge. Mais c'est rigolo, ces deux auteurs du bassin rennais qui finalement ont des similitudes dans similitudes apparentes entre leur univers littéraire. Et ces deux très bons écrivains de manière générale, et qui plus est de romans noirs. Ça fait vraiment plaisir d'avoir deux têtes d'affiche, si j'ose dire, comme ça, sur le recueil, mais plus largement pour la ville de Rennes et qui vont. Moi, je le dis hein, toujours, hein, je le dis aux gens, c'est des autrices et des auteurs rennais quand je parle de certains Ouais. auteurs, parce que je trouve que c'est important de mettre l'auteur dans son contexte, même si là, la trilogie de Frédéric, on est au Liban, Benjamin, on est à Paris dans les années 80. Mais c'est chouette, c'est de dire, hey, il y a des auteurs et des autrices contemporains là qui font vivre la littérature dans cette localité-là. Je trouve ça chouette, quoi. Voilà. C'est un peu tu sais, support your local brand, tu vois. Consommer local. Ouais, voilà, c'est C'est un peu ça. Et ça, puis, ouais. voilà, ben, il y a des mecs qui jouent du rock dans leur garage et tout. Vas-y, faut qu'on les foute sur scène, quoi. Faut qu'on soit derrière eux. Tu sais, il y a un peu ce truc-là, quoi. Voilà, sans rentrer dans un chauvinisme mal placé, mais c'est assez rigolo, quoi. Non, mais puis je pense que les clients aiment bien aussi qu'on leur dise que c'est des auteurs qui viennent. Nous, on sait qu'on dit beaucoup, ah, il vient de Vannes, il vient de Lorient, Mm. voilà, enfin de Bretagne Sud. Je travaille en Bretagne Sud. Et vous, bah, il vient de Rennes, peut-être il vient de Saint-Malo, je sais pas. Mais je sais pas si Saint-Malo a un impact à Rennes, mais en tout cas, voilà. Enfin, je sais que les gens aiment bien aussi savoir que les auteurs viennent, même s'ils écrivent pas sur leur ville, Ouais, et qu'ils aiment bien savoir qu'ils viennent de leur ville, en fait. Ouais. ouais, ouais, c'est rigolo. Un besoin un besoin de lien, tu vois, peut-être juste, Ouais. il y a un texte certes, mais il y a quelqu'un qui est, en bout de chaîne et puis nous à l'autre bout et on a un besoin de lien avec le. Oui, en fait, aussi briser la glace de l'auteur. Mmh. Parce qu'en fait, il y a beaucoup cette glace en mode l'auteur, c'est un peu le personnage au-dessus de tout le monde, qui est inaccessible et tout ça.
Et là, en fait, en disant, bah, il est de Rennes, il est rennais, machin, bah, ça brise l'auteur. Il dit, ah, bah, je suis comme lui, finalement, machin, et tout ça. En fait, Mmh. je partage des choses avec lui, et tout ça. Et du coup, il y a vraiment cette déconstruction de l'auteur qui est loin et tout ça, quoi, Mmh. aussi. Moi, je suis persuadé qu'il y a déjà des lecteurs qui se sont baladés dans ma librairie et qui étaient à 2 mètres de Frédéric Paulin, hein, et qui ne savent Et ils pas savaient qui pas, ouais. c'est, et voilà, et c'est rigolo. Je te propose de parler d'un auteur qui, cette fois-ci, n'est pas absolument pas local. Et c'est un auteur que tu apprécies particulièrement. C'est toi qui me l'as fait découvrir. C'est Haruki Murakami. Et tu voulais revenir sur cet auteur, sur sa carrière en général et sur son dernier livre, La Cité aux murs incertains. Ouais, tout à fait. Bah, quand tu me proposes de parler bouquin, je me dis, ça y est, c'est peut-être le moment. Moi, je travaille là maintenant depuis plusieurs années. Je suis un peu loin de la littérature générale. Je suis spécialisé sur le polar et l'imaginaire, bien que ça ne m'empêche pas de conseiller des romans, mais j'avais à cœur du coup de sortir un peu de mes genres de prédilection pour revenir vers un premier amour en fait, hein, Haruki Murakami. Alors, pas très original, on est beaucoup à aimer cet auteur. Certains ne l'aiment pas du tout aussi, hein, c'est rigolo, pour en avoir discuté. Il y a des gens qui sont complètement hermétiques à ce que moi je vais appeler la poésie et la sensibilité de Murakami, et je leur en veux pas du tout, et je peux carrément le comprendre même. Et je peux avoir tendance, quand j'aime vraiment beaucoup une œuvre ou un artiste, à être assez intransigeant et pas comprendre qu'on ne puisse pas l'aimer. Et c'est étonnant parce que Murakami, je l'aime énormément, j'aime énormément ses livres. Et pour autant, je peux comprendre tout à fait l'hermétisme de certains lecteurs à son égard. Bref, j'avais envie d'en parler, j'avais envie de parler de La Cité aux murs incertains parce qu'il y a quelque chose de très intéressant avec ce livre. De la même manière que j'ai parlé un peu de la carrière des Red Hot, je voudrais parler d'à quel moment intervient ce livre pour Murakami. C'est son dernier en date, qui est sorti l'année dernière, si je dis pas de bêtises. Un an et Euh, demi, je crois, ouais. ouais, ouais, enfin en tout cas Voilà. ces dernières années, quoi. Et c'est sa dernière parution en France, mais également sa dernière parution au Japon. Donc on n'est même pas sur une traduction un peu tardive. Et donc La Cité au mur incertain, pour celles et ceux qui ont déjà lu du Murakami, quand on commence ce bouquin-là, et ben, assez rapidement, on se dit: «Mais attends, il me fait le coup du réchauffé là, Ah oui, oui. moi Clairement, ouais. la forte enfin la ville sainte, enfermée entre des murs, hein, avec ce personnage qui se retrouve là, qui a une sorte de mission à accomplir, une tâche en fait à répéter jour après jour, et puis, il y a des personnages qui sont là, qui vont l'entourer, et ça, presque, phrase pour phrase en fait, hein, je l'ai déjà lu dans un autre roman. Et puis, ben, on aime Murakami et on se dit: «Ben, je vais quand même continuer, quoi». À un moment ça hop là, ça diverge, ça part dans autre chose. Le roman est très, très bien, moi je l'ai beaucoup aimé, je trouve qu'il y a à la fois toutes les obsessions de l'auteur, hein, on retrouve vraiment son univers, sa manière de décrire, le monde en fait. Murakami, c'est un auteur qui a un rapport au monde, très particulier, et alors à la fois très singulier, qui lui est propre et en même temps universel. J'ai jamais, à 100 réussi à mettre une explication là-dessus. Il y a Mhm. vraiment une part d'irrationalité avec cet auteur qui est assez dingue. Voilà, et tout ça pour dire que donc j'ai beaucoup aimé La Cité aux murs incertains. Je vous en recommande la lecture, même si pour moi c'est pas une porte d'entrée vers son œuvre. Et à la fin de ce bouquin-là, il y a un petit complément où l'auteur nous explique ce qu'il a fait avec ce livre-là. Et j'ai trouvé ça super, je trouve ça incroyable, très honnête intellectuellement de la part d'un auteur, hein, déjà de le dire, et puis de le faire. De dire, voilà, il y a des années, j'ai écrit un livre, j'étais parti sur quelque chose, mais j'ai conservé le sentiment que il y avait autre chose à faire peut-être. Et donc, je me suis servi de cette base-là pour aller chercher autre chose, et ça donne ça, ce nouveau livre. Et ça, ben, c'est une vraie prise de risque, c'est une vraie prise de risque. C'est, un apport qui ne pourrait pas du tout en être un à son œuvre, et je trouve ça super de se permettre de faire ça, et je crois pas avoir, déjà été mis en présence, de ce genre de choses-là, avec une telle honnêteté en plus, de dire attends, je reprends une œuvre, je la fais différemment. Ouais, je me permets. C'est pas forcément que l'autre était nul, peut-être que celui-là est moins bien, mais en tout cas, moi j'ai le sentiment qu'il fallait que je le fasse, quoi.
Et je terminerai, après je te laisse la parole, excuse-moi, je suis un peu long, Non, mais mais sur ce truc de comment un artiste qui est, qui est OK avec ce qu'il fait, avec sa carrière, déjà les œuvres qu'il a produites, qui a un ego qu'il arrive à mettre de côté pour atteindre une espèce de pureté en fait, et tu vois, de pureté de l'acte de création, et de dire moi je ressens quelque chose à un moment, ça va un peu à l'encontre des schémas commerciaux, éditoriaux, mais je le fais quoi. Et mhm. alors bon, c'est Haruki Murakami, l'éditeur évidemment publie, je pense sans rien lui dire, et pardonne. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres auteurs, s'ils faisaient quelque chose comme ça serait moins bien reçu. Ouais. Et je serais curieux, excuse-moi, et après vraiment je te laisse la parole, je serais curieux de savoir comment commercialement le livre a été promu au Japon, parce qu'en France ils n'ont absolument pas parlé du lien avec la nuit des temps. C'est la nuit des temps? Euh, Non, c'est pas La fin des temps. la fin des temps, ouais. J'étais parti sur Barjavel, moi. Et le, Euh, ouais. et ils n'ont pas du tout en France parlé de la fin des temps. Et en fait, si tu es pas lecteur de Murakami, si tu n'as pas lu le bouquin, tu captes pas le lien, quoi. Bah, plein de gens n'ont pas capté d'ailleurs que ça venait de là parce qu'ils n'ont pas lu. Moi, je suis content qu'en fait, en quelque sorte, tu m'aies conseillé La fin des temps avant. C'est vrai que Enfin, c'était le hasard total, hein. ouais, On c'était savait le pas à hasard. l'époque que le nouveau Murakami, ça allait être pas une réécriture, mais enfin quelque chose de quand même assez Pardon lié pour le. avec la fin des temps. Et c'est vrai qu'en fait, comme tu dis, moi, quand j'ai commencé la citer aux murs incertains, je me suis dit, mais c'est quoi ce bordel? Non, mais vraiment, enfin, je dirais pas que j'étais énervé, mais je me disais, mais mec, c'est exactement la même chose là. Ah, il me prend pour un âne. C'est exactement copié, c'est Ah ça. ouais, Et ouais. puis comme tu dis, à un moment, il prend une bifurcation et c'est là que tu te dis, ah oui, d'accord. C'est un peu le même début et ça aborde des thèmes. Et justement, après, il le dit qu'il l'a écrit, en fait, comme tu dis, il a écrit le projet à la base, enfin, les esquisses du projet, en même temps Mm. que la fin des temps. Et ça explique beaucoup de choses. Mais au début, c'est perturbant. Au début, je me suis dit, mais c'est n'importe quoi. Enfin, là, c'est une réécriture en moins bien de la fin des temps. Ah bah ouais, puis attends, ça fait 5 ou 6 ans Ouais, un nouveau qu'on attend un Murakami. nouveau Murakami. Donc en fait, tu te dis, putain, mais il me prend pour une bille, quoi. Enfin, Ouais, clairement, moi ça m'avait un peu énervé et finalement j'ai bien aimé, mais au début j'étais un peu énervé. Tu dis que c'est pas celui par lequel faut commencer. Bah, je vais te poser la question. Par lequel faut commencer Murakami? ben, je serais mal avisé de dire autre chose que La fin des temps, puisque c'est celui que je t'ai offert pour que tu découvres. Donc non, La fin des temps est très bien pour démarrer, je pense. Il y a celui qui est un peu considéré comme la pierre angulaire de son œuvre, qui est Kafka sur le rivage. Mmh. Euh, qui est effectivement, je pense qu'en fait la bonne entrée pour un Murakami, c'est le Murakami où il va y avoir déjà un peu les jalons de ses obsessions. C'est un auteur dans lequel, quand vous allez en lire plusieurs, vous allez vous rendre compte qu'il y a souvent la figure du puits, le fait d'aller au fond de quelque chose, d'une fosse, d'un puits, pour trouver quelque chose, et j'en dis pas plus là-dessus. Mmh. Il y a des obsessions sur un personnage masculin, féminin, comment il les traite. Je parle vraiment dans le traitement. Il y a cette obsession pour le monde, le upside down, quoi, le monde à l'envers, le backroom, ce dont on ne voit pas, mais qui finalement nous enjoint à faire des choses, nous donne des rôles, donne du sens finalement à nos vies. Et donc l'obsession, en contrepartie, pour la vacuité de la vie. Et, et c'est là que la beauté intervient en fait. C'est que Murakami, c'est un auteur qui est capable de vous décrire de vous écrire, mais presque mot pour mot. Je veux pas de dire le personnage rentre chez lui, journée harassante quand même. Du coup, il ouvre le frigo, il chope quelques légumes, une bière pour arroser le tout. Quelques minutes à la poêle, il change le torchon parce qu'il était sale, il se met à table, il déguste ça, et là il entend un bruit, il regarde, il y a un oiseau qui vient de taper la véranda. Voilà, ce que je viens de vous raconter, on va pas se mentir, en plus quand c'est moi qui le raconte évidemment, que c'est pas écrit par Murakami, c'est chiant comme la pluie, hein. Sauf que, eh ben, quand on est dans le bouquin et que ce truc-là intervient, je sais pas, il y a quelque chose, on y est quoi. Et j'irais pas pour autant dire que c'est une écriture cinématographique, c'est pas le cas, mais il a ce talent de vous camper une scène, une action, il se passe rien, mais tout peut arriver. Il peut y avoir de l'inquiétude, il peut y avoir du bonheur, il peut.
Et ouais, c'est un magicien, c'est un magicien, il y a pas d'autre mot pour moi, et bravo à ces traductrices, je crois que c'est Corinne Altan et Hélène Mourita, ces 2 traductrices, de France. Bravo à elles pour avoir su, restituer en fait, la beauté, la beauté de sa langue, hein, parce que, encore une fois, je comprends, les gens qui aiment pas Murakami. Il y a des gens qui pourraient me dire: «Mais c'est pas littéraire, hein, enfin c'est pas écrit». Et il y a des pages, c'est presque factuel. Et je dirais: «Ouais, mais qui peut écrire du factuel aussi beau, en fait, quoi?» Et bon, voilà, désolé, je commence à en faire des caisses, je me sens partir. Heu, je finis par en répondant à la question, ça serait pas mal quand même. Kafka pour le rivage, la fin des temps ou la balade de l'impossible. Voilà les 3 pour moi, intéressants pour démarrer. L'incolore aussi, l'incolore Tsukuru Tazaki aussi. Les 4. Eh bien, merci. Maintenant, vous n'avez plus qu'à lire Murakami, j'ai envie de dire. Ce que tu dis par rapport à ce côté factuel et en même temps, il arrive à faire en sorte qu'il se passe rien, mais en même temps, il se passe beaucoup de choses. Moi, je le retrouve avec Ishiguro un peu, même si c'est absolument pas la même chose, le même style, les mêmes thèmes abordés. Mmh. Mais par exemple, dans Quand nous étions des orphelins de Ishiguro ou Auprès de moi toujours de Ishiguro, Auprès de moi, toujours, voilà, c'est ça. Et bah pareil, il se passe vraiment rien du tout. Il se passe pas grand-chose et en même temps, pourtant, il y a une exploration poétique de la mémoire et de l'oubli qui est incroyable. Mmh. Là, tu vois, Murakami, c'est peut-être le puits, l'idée du upside down, etc. Ichiguro, c'est l'idée de la mémoire, de la mélancolie, de la nostalgie, de l'oubli. Et en fait, parfois, il se passe vraiment pas grand-chose dans le. T'es juste avec un gars qui se balade et qui voit des choses. Et en fait, il voit pas grand-chose d'ailleurs. Il se passe pas grand-chose dans sa vie. Et pourtant, en fait, il se passe énormément de choses. Mmh. Et je sais pas comment l'expliquer. C'est comme tu dis, il y a des auteurs comme ça qui arrivent à passer beaucoup de choses, des émotions, alors que factuellement, il se passe pas forcément grand-chose. Ouais, et alors, ouais, je suis complètement d'accord avec toi et ça m'amène à penser à un truc. Murakami donc est un auteur japonais, mais qui a beaucoup vécu, il y a enseigné d'ailleurs aux États-Unis. Il a été traducteur, c'est quelqu'un qui avant d'écrire était, passionné de jazz, il a eu un club de jazz à Tokyo. En tout cas, tout ça pour dire, c'est un auteur qui a été vraiment en contact avec, la culture et la littérature occidentale. Et Ishiguro est anglais. Mm. Donc pareil, quelque part, je pense que dans la formation littéraire et dans les références littéraires de ces mecs-là, il y a une grande place donnée à l'Occident. Et est-ce que, et là je pose une question, hein, vraiment je pose une question, mais je trouve ça intéressant de s'interroger là-dessus. Est-ce que quelque part pour des auteurs qui placent leurs références et se sont formés littérairement avec du roman et une tradition littéraire occidentale, mais en ayant cette culture-là orientale, est-ce que ça crée ça? Tu vois? Est-ce que cette patte-là vient de ça? Je Ouais, sais pas. c'est C'est non mais c'est une, c'est intéressant ce que tu dis. un. C'est vrai que j'avais pas fait le lien entre les deux auteurs, mais qui ont tous les deux des hybrides en fait. Parce qu'Ishiguro, ses Exactement. parents sont japonais, mais il a grandi en Angleterre, il est anglais. Murakami, comme tu dis, est japonais, mais a une formation très américaine. Et je pense, Et ça donne ça. et tu vois, il y a un peu de ça aussi chez Akira Mizubayashi, Ouais, ouais, donc qui est édité chez Gallimard et qui a ouais. fait la trilogie. Blablabla. Âme brisée et tout ça. Merci. Et qui a un peu cette forme-là aussi dans Ouais. l'écriture, tu vois. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas un truc qui se passe avec ces auteurs euh, japonais et asiatiques, quoi, qui, au contact d'une littérature occidentale, et ben, ont un style comme ça où le poétique se manifeste de cette manière très particulière, quoi. Ah, va falloir faire un podcast, hein. Je pense qu'on va faire un deuxième épisode, un de ces quatre là, parce qu'on a quand même beaucoup de choses à aborder. Voilà. Euh, Malgré tout, je propose de passer à la suite. Ouais, bien sûr, je te suis. Maintenant, c'est mes conseils à moi. Et pareil, on va rebondir ensemble. Ah ouais, puis j'ai hâte de t'écouter, j'ai beaucoup parlé là, donc je t'écoute. On a beaucoup parlé dans ce podcast du côté social de Rennes Noir, du côté des petites gens et tout ça. Et moi, ça m'a tout de suite fait penser. Et pourtant, c'est pas la même réalité. Elle, elle parle pas de Rennes du tout et tout ça. Et pourtant, ça m'a fait penser à Kenny Arcana, rappeuse très sociale des années 2000.
Ça nous rajeunit pas. Et en particulier, moi, l'album que j'ai énormément écouté et qui m'a marqué et qui m'a, même, je pourrais dire, fondé socialement, poétiquement, quand j'étais enfant, c'est entre Simon et Belle Étoile, excusez-moi, j'allais dire entre ciel et terre, c'est le titre de Stephenson. Entre Simon et Belle Étoile voilà, 2008, je crois, l'album. Et c'est vraiment un album qui m'a marqué énormément. Je suis très content que mon père nous a fait écouter cet album très tôt. Donc c'est une ouverture d'esprit pour lui qui n'écoute pas de rap et surtout de se dire, c'est pas grave, ces thèmes ils sont durs, mais mes enfants ils peuvent quand même l'écouter. Mmh. Et je trouve que c'était vraiment chouette pour ça. Pareil, Medine, j'ai écouté Medine très tôt aussi. Ah ouais. Voilà, donc enfin, je trouve que moi ça m'a éduqué en quelque sorte. Et justement dans Kenny Arcana entre Simon et Belle Étoile, c'est vraiment vous avez des titres qui sont exceptionnels et qui traitent de sujets très variés. Kenny Arcana vient d'une famille exilée d'Argentin qui a dû fuir et du coup il y a une chanson notamment sur tous les problèmes agroalimentaires et sociétaux en Argentine. Vous avez une chanson formidable qui s'appelle Le Fardeau, qui est sur une jeune femme qui tombe dans la drogue parce qu'elle a plus que ça à vivre, parce qu'en fait, comme elle dit, la société me ressemble plus et je déteste tellement ma vie et cette société qu'elle tombe dans la drogue et elle se rend compte qu'elle est tombée dans la drogue et en même temps, elle sait pas comment faire autrement. Vous avez la chanson La Rage qui est pour moi une des plus belles chansons politiques jamais écrites, bon, qui est un peu vieilli parce que les références c'est Chirac, Bush et tout ça, mais bon, c'est de l'époque. Et du coup, pour tous ces aspects-là, je trouve qu'il y avait vraiment ce côté, et chez Ken Arcana, il y avait vraiment ce côté urbain et vraiment bon enfant, euh, petite gens, je voulais dire, de Reine Noire, et c'est pour ça que je voulais reparler de King Arcana aujourd'hui pour un lien avec Reine Noire. Bon, là, tu me fais hyper plaisir parce que, bah, comme toi, moi, j'ai écouté Kenny Arcana et bah, ça remonte, hein, ça remonte, mais quel artiste! Et puis, c'est quelqu'un qui ne s'est jamais, qui a jamais lâché le morceau, quoi. Tu vois, qui s'est jamais, je- désolé, je perds mes mots là, qui s'est jamais corrompu, quoi. Tu vois, qui s'est Mm. jamais vendu. D'ailleurs, elle a fait un comeback il y a quelques années maintenant, et on la retrouve, quoi. Ouais. Voilà. Moi, il y a des morceaux qui m'ont marqué aussi. Alors, je ne sais pas si c'était sur cet album-là. Il y avait La Rue, la mère des enfants Ah, perdus. c'est sur cet album-là, ouais. Ouais, ça c'était hyper puissant. J'ai un souvenir de Ciao Ciao, le foyer, je me barre, hein. Sur cet album-là aussi, je me Aussi, barre, bah ouais. oui, je me barre, excellent. Et ça, c'est un hymne à l'école buissonnière et à la liberté et à la rébellion des gamins et des ados. Et c'est très beau. On sent qu'elle a cet amour pour la rue. En même temps, elle la romantise pas non plus, hein. Ouais. Et tu vois, quand tu parles du fardeau et tout, enfin, c'est vrai qu'elle a des sujets quand même très difficiles. Et puis moi, il y a un morceau, alors qui est pas sur cet album-là, mais qui a été, je veux dire, je pense que dans tous les moments un peu forts politiquement que j'ai pu vivre, que ça soit en termes de questionnement que j'avais ou de moments vécus, des manifs ou bah, Cinquième Soleil, hein, de Ouais. Kenny Arcana. Ça, Ah ouais. bon, c'est la transcendance. Hein, enfin, si on me demandait, c'est quelqu'un qui me dirait le rap, c'est nul, c'est une musique d'abrutis, ils ont rien à raconter. Je pense que Cinquième Soleil ferait partie des morceaux que je ferais écouter à ces personnes-là. C'est magnifique, c'est un cri du cœur, c'est une qualité d'écriture hors pair. Ouais. Enfin, voilà, merci pour ça me fait trop plaisir d'entendre reparler de Kenny Arcana et je vais en réécouter du coup. Mmh. C'était le but. Non, non, mais c'est vrai que c'est une très grande artiste, une très grande rappeuse, une très grande poétesse, et une très grande militante, comme tu dis, et qui s'est jamais corrompue, qui s'est toujours battue. Et en ça, je trouve que c'est vraiment une personne très forte pour le coup. Je propose de continuer dans l'idée du roman noir, parce que c'est un thème qu'on aborde quand même depuis à peu près 1 heure et demie et qui nous anime. Et un auteur qu'on aime tous les deux avec Loïc, et je voulais qu'on en discute du coup aujourd'hui, c'est Alan Parks. Alors là, je vous ai mis sur le côté Janvier Noir, qui est son premier volume. Vous avez aussi hop là, Mourir en juin, qui est son dernier volume, et qui est un peu une bascule. Je ne dirai pas pourquoi, mais voilà. Et on a parlé beaucoup dans cette émission du roman noir qui aborde un lieu, ici Glasgow, du roman noir qui aborde les petites gens,
Je trouve que Alan Parks, en fait, dans chaque enquête, donc Alan Parks, ça met en scène un enquêteur qui s'appelle Ross McCoy avec son adjoint Watty dans un Glasgow des années 70. Et, euh, et en fait, chaque enquête aborde des sujets de sociétaux différents de Glasgow et surtout une exploration par le biais d'enquêtes avec des meurtres et tout ça, une exploration de Glasgow. Jean Noir étudie et sur la noblesse notamment et tout ça. Mars sur la drogue, le rock'n'roll. Avril sur l'IRA, les mouvements indépendantistes écossais. Mais sur la religion et en même temps sur ces enfants qui sont un peu laissés à l'abandon à Glasgow et tout ça, qui a vraiment un vrai problème de société à Glasgow. Et Juin aborde les SDF et la religion, encore une fois, à Glasgow. Et, euh, et je trouve que la façon dont il le fait, moi je trouve que c'est, en fait, quand j'ai été, parce que j'ai aussi été libraire polar avant d'être libraire, on va dire, premier rayon comme je suis maintenant. Et quand j'ai été libraire polar, à la base, je lisais pas de polar, etc. Et j'avais un peu l'idée du polar, un peu en mode, voilà, page turner et tout ça, machin truc. Et puis, qui est très bien, hein, mais c'est pas le problème, hein. Mais, mais je sentais que c'était pas moi ce qui m'animait dans ce genre-là. Et puis un jour, je suis tombé complètement au hasard sur Bobby Mars Forever. Et puis là, j'ai compris ce qui m'animait. Et après seulement, j'ai découvert d'autres auteurs, Caril Ferret, DOA, Thomas Mullen et tout ça. Mais c'est vraiment Alan Parks qui m'a ouvert cette porte du roman noir comme roman social, roman sociétal, roman culturel, et presque où l'enquête, en fait, je dirais pas, en fait, Alan Parks n'est pas le meilleur pour faire des enquêtes avec des retournements de situation pas possibles et tout ça, même si elles sont vraiment très bien écrites. Mais par contre, il est très fort pour parler de Glasgow, pour parler de la ville. Son personnage, il est épais, il gagne en épaisseur au fur et à mesure des tomes. C'est vraiment pour moi une série qui se lit dans l'ordre, même si je vais vous avouer que j'ai pas lu janvier et février, mais c'est vraiment une série quand même qui se lit dans l'ordre, parce que l'enquêteur, il évolue, ses relations, et vraiment, pour moi, c'est vraiment un archétype de roman noir parfait presque. Enfin, parfait, il y a des défauts évidemment, mais je trouve que c'est vraiment un très grand roman noir. Et je vois Loïc qui acquiesce. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, je suis complètement d'accord avec tout ce que tu viens de dire, évidemment. Moi, c'est pareil, ça a été une grande claque. Il y a ce côté, je vais essayer de rajouter des choses parce que ce que tu viens de dire, complètement d'accord. Je vais ajouter le côté feuilleton, en fait, qui marche très très bien. Vous l'aurez compris, il y a janvier, février, mars, avril, mai, juin, et donc il y en aura, on l'espère, 12. D'ailleurs, ça serait bien qu'ils sortent le septième dans pas trop longtemps parce que ça commence à être loin tout ça. Non, mais en fait, on retrouve des vieux copains. Et ça aussi, c'est une dimension dont on n'a pas parlé du roman noir et du polar. C'est l'aspect sériel en fait, hein, de ce genre littéraire. Et donc découvrir des personnages, les suivre au fur et à mesure des tomes et des enquêtes, avoir peur pour eux parce que ben, ils peuvent y passer un peu à n'importe quel moment du bouquin. Et puis bah, dès qu'on ouvre un Alan Parks, quand on en a lu un, deux, en fait on retrouve les copains quoi, et c'est Mm. génial. On s'attache alors évidemment à McCoy l'enquêteur, mais à tous les autres personnages. Même à ceux qui sont de base problématiques, on va dire, ou embêtants pour McCoy, je pense à Murray. Et Complètement. finalement, Murray, en fait, finalement, j'ai fini par l'adorer, parce que Murray, à la base, c'est un peu le patron de McCoy, pénible, chiant, qui lui met des bâtons dans les roues et tout ça, qui aime pas McCoy. Et finalement, on s'accroche à Murray. Mm. Finalement, on s'accroche beaucoup à Murray, ouais, ouais, Mm. ouais. Mais même, il y a d'autres personnages, quand tu disais problématiques, alors problématiques pour l'intrigue, mais même problématiques en termes de personnalité et de comportement, en fait. Des personnages qui sont des brutes épaisses, des gens qu'on n'aurait pas du tout envie de côtoyer dans notre vie à nous, et qui finalement se révèlent, bah, encore une fois, cette fameuse zone grise, en fait. Rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir. Ça, il est très fort pour ça, Alan Parks. J'ajouterais aussi donc le contexte des années 70 qui est hyper présent, et donc on est à Glasgow, mais dans ces années-là, et ça a son importance, une bande son rock omniprésente parce que Alan Parks bossait dans le milieu du Mm. rock avant d'être auteur. Euh, voilà, et puis on en parle parfois comme un polar un peu hard-boiled. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Euh, Ça reste quand même assez digeste par rapport à d'autres hard-boiled que j'ai pu lire. Hard-boiled, c'est un genre de polar un peu très misogyne, ça tape fort, il y a du sang, c'est noir. Voilà. Je trouve que, ouais, je trouve que les parcs sont pas totalement là-dedans.
Ouais, moi je trouve pas que c'est le plus noir des. C'est pas sanglant, c'est pas hyper noir. Je sais que les gens parfois sont un peu dérangés aussi par le côté brut de décoffrage, mais j'ai envie de dire que c'est un peu. Enfin, tu vas pas faire des romans qui parlent de la rue et qui parlent de la misère sans que les gars ils boivent, qu'ils s'insultent, qu'ils ont un parler populaire, parfois vulgaire, mais c'est la vie, j'ai envie de dire. Et puis, Parks, il s'amuse beaucoup avec ça. Par exemple, années 70, évidemment que sur, comment dire? Les positions et la manière dont est traitée la femme dans la société écossaise, de l'époque, heu, il y a du boulot, hein. Sauf que McCoy qui est, le flic, hétéro, un peu machiste, ouais, sur les bords, Mm. et ben, v'là qui rencontre une nana qui elle, est aux prémices du féminisme en fait. On est dans les années Mm. 70, il y a un truc qui se passe au niveau du féminisme, en Écosse et en plus elle revient des États-Unis, enfin et donc elle va commencer à le confronter un peu et là, il s'en donne à cœur joie en fait Parks et nous lecteurs avec lui, parce que, bah, ce héros, qui fait un peu figure, du flic mascu, en fait, pas du tout, pas du tout et puis il est capable de se remettre en question aussi, et en fait, ça donne des situations très cocasses et très pertinentes quand même aussi. Donc il sait jouer avec, le contexte et Il y a une vraie déconstruction avec McCoy, là, comme tu viens de dire. Au début, on a l'impression, en lisant McCoy, que c'est vraiment le cliché du roman noir, le mec alcoolique, un peu bourru, qui va au bar après et tout ça, et ses indices, c'est des gens des bars, c'est des mafieux. Enfin, il y a vraiment ce côté un peu cliché, mais en fait, comme tu dis, il le déconstruit. McCoy, il se remet beaucoup en question. Et par rapport à cette question de déconstruire des clichés et tout ça, il y a aussi pour moi le moment, je crois que c'est vers mars-avril, où c'est un petit spoil, mais c'est pas hyper gênant non plus, où Watty devient papa. mmh, Et en fait, tu as toute la paternité qui est abordée par le personnage de Watty, qui sait pas quoi faire avec son bébé, qui sait pas comment se débrouiller, tout ça. Et en fait, sa femme qui lui dit, mais en fait, c'est pas parce que t'es flic et que tu rentres à 1 heure du mat que je vais tout faire avec le bébé, quoi. Et en fait, du coup, il y a aussi toute cette relation amoureuse de couple, de gérer le travail et en même temps les enfants et de gérer les tâches ménagères à la maison, l'égalité des tâches et tout ça, par le personnage de Watty, de sa femme et leur enfant. mmh, Et enfin, il y a beaucoup de thèmes aussi au-delà des thèmes sociétaux, on va dire de grande envergure, la religion, etc. Et il y a aussi des sujets personnels intimes qui complètement, sont abordés aussi avec Alan Parks. complètement et celui-là, tu disais c'est avril ou mai, je m'y Ouais, je perds un crois que c'est peu. avril, ouais. En tout cas, c'est un des bouquins, moi, où je trouve il y a une bascule. Alors déjà en termes de on sort un peu de Glasgow, enfin, il nous emmène Mm. déjà un peu vers autre chose, on élargit. Et puis, c'est génial parce que, effectivement, il y a la paternité de Watty et qui, en fait, amène tous les personnages à se confronter eux-mêmes à ce thème-là. Et je m'arrête là pour pas trop en dire, mais et du coup, là, il y a un truc hyper, effectivement intime pour chaque personnage qu'on a appris à connaître, à Mm. aimer et où là, c'est un peu comme les couches de l'oignon, quoi, et là, on atteint une couche, vraiment profonde et du coup, on se dit: «Bah, merde, moi, je lisais ça pour me faire plaisir, c'est du bon polar, voilà, j'ai mon petit roman de gare, je les enchaîne et tout». Puis là, ils me foutent les larmes, quoi, enfin, j'ai le Ouais. cœur qui se serre et c'est hyper beau ce qui se passe et il est fort pour ça, en fait. Effectivement, il joue très, très bien avec les codes du polar et en même temps, il arrive à faire autre chose, quoi et mais ça, c'est ce qui est génial aussi avec ces littératures-là, qui sont genrées, quoi. Que, bah, qui dit littérature de genre dit des codes, des références et donc la première règle vis-à-vis de ces codes et de ces références, c'est pas de les respecter, c'est, j'allais dire les transcrire, oh Ah, mince, les transgressés. les transgresser, merci, voilà et donc c'est un petit peu ce que fait Alan Parks finalement. Ouais. En fait, c'est marrant que tu dises par rapport à avril et tout ça, parce qu'en fait, je trouve que janvier, février, mars, à la limite, peuvent se lire indépendamment. Et encore, il y a des liens qui sont toujours faits par rapport à la vie des personnages, tout ça. Mais avril, mai, juin, c'est ce que je dis souvent, genre, c'est clairement un cycle. Pour Ouais, moi, je les vois vraiment les trois. Enfin, moi, en fait, les gens ils me disent ah, est-ce qu'on peut les lire dans les ordres, etc. Je dis c'est mieux de commencer par janvier noir parce que ça introduit les personnages. Mais à la limite, janvier, février, mars, on peut les lire dans les ordres. Par contre, avril, mai, juin, je trouve que je trouve qu'on loupe beaucoup de choses si on ne le lit pas dans l'ordre ouais. parce qu'il y a vraiment, comme tu dis, un fil narratif intime, social et tout ça qui se met en place. Et justement, c'est pour ça qu'on pète un câble par rapport au fait qu'il sort pas juillet parce que
Parce que là, il nous met sur quelque chose qui est vraiment hyper intéressant et mais autant, mais presque en fait, une bascule presque où l'enquête, c'est presque secondaire. Ce qui nous intéresse, c'est les deux, c'est toujours les deux, mais c'est ce côté intime des personnages, cette Mm. profondeur donnée aux personnages. Ouais, ouais, ouais. Et pour moi, c'est à ce moment-là où une série policière euh, est réussie. Enfin, tu vois, où tu sors juste du côté feuilleton policier pour accéder à autre chose. Et là, encore une fois, quelqu'un qui me dirait oui, bon, le polar, ça manque de coffre, etc. Bah, je parlerai d'Alan Parks, évidemment. Parce que ouais, je pense qu'en tant que lecteur, on vit des trucs. Et je dis, enfin, on n'a pas l'apanage de la connaissance, enfin, ça, qu'on soit bien d'accord là-dessus. On n'est pas les grands illuminés qui ont découvert Alan Parks. Moi, je l'ai conseillé beaucoup. Mais quand je dis beaucoup, c'est genre, mais toi aussi, toi Oui, aussi. oui, On le sait oui, tous oui, les oui. deux, on en a vendu des caisses, mais des caisses et des caisses. Ça serait pas mal d'ailleurs qu'on ait des parts. Il faut qu'on voit ça avec l'agent d'Alan Parks parce que on lui a fait pas mal de sous en France. Non, plus sérieusement, quand moi j'ai beaucoup de lecteurs qui reviennent me parler d'Alan Parks et qui en ce moment, hein, mais depuis des mois et des mois, hein, me disaient alors juillet c'est quand, juillet c'est quand, juillet c'est quand. Et ils s'adressent à leur libraire, ça c'est touchant parce que on dirait que en gros l'auteur est juste derrière nous quoi. Et on dit non 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 mais attendez, il est en train d'écrire sûrement. Ouais, c'est vrai. Et ils viennent et ils sont vindicatifs quoi. Et en fait c'est incroyable à quel point tout le monde est d'accord sur Alan Parks en fait. Je pense que tout ce qu'on vient Ouais. de dire, si on avait un de nos lecteurs ou de nos lectrices qui était là entre nous deux, il y a de grandes chances pour que il ou elle dise un peu la même chose, quoi. Et ouais, ça fait plaisir en fait d'avoir des auteurs comme ça. Alors, je pense qu'il n'est pas assez reconnu par rapport à la qualité Ouais, de ce qu'il propose, malheureusement. Mais bon, en même temps, ça en fait un petit truc d'initié, c'est rigolo c'est ça. aussi. Euh, mais merci d'en parler. Et en même temps, c'est pas étonnant venant de ta part. On n'arrête pas d'en parler tous les deux, donc je trouvais ça intéressant. On va pas mentir Ouais, aux gens. ouais, je trouvais ça intéressant d'en parler aujourd'hui. Tu vois, je trouve que c'était. J'ai pas choisi ce conseil-là évidemment pour rien. Ouais. Euh, Je finis juste en disant, le polar écossais, on n'en parle pas assez, mais en ouais. fait, Alan Parks, c'est l'héritier de plein de gens. Et je citerai William Mhm, McIlvanney, mhm. qui écrivait sur Ouais, Glasgow aussi, ouais. et Ian Rankin, évidemment, sur Édimbourg. McIlvanney chez Rivage Noir comme Alan Parks. Ouais, et Rankin au masque Ouais. et livre de poche en poche, il me semble. Voilà. Il y a tout ça pour dire, il y a toute une tradition du polar britannique et notamment du polar écossais. Il faut pas hésiter à en parler à vos libraires de ça. Pour les Écossais, on parle parfois du tartan noir. Mhm. Et justement, il y a un auteur, c'est intéressant qu'ils disent britannique en général, parce qu'il y a des auteurs irlandais du Nord, d'Irlande du Nord ou même anglais qui, je trouve, s'inscrivent vraiment dans cette ligne de Alan Parks. En Irlande du Nord, je pense à Adrian McKinty, publié chez Actes Noir, et en anglais, Dominique Nolan. Oh là là, ouais, ouais, ouais. Ah ouais. Ah bah si on part sur Dominique Nolan, là, c'est fini. Dominique Nolan, très grand auteur Euh, aussi, qui nous a sorti Van Street et puis White White City. City, ouais. Mm. Et qui en sort un nouveau à la fin d'année chez Rivage encore, hein, je crois. Ouais. Dont j'ai rien du tout entendu. En même temps, voilà, on va le lire et puis ça sera sûrement très bien. On les cite juste ici, parce que comme tu dis, si on en parle, on va encore en parler Ouais, pendant ouais, ouais. 107 ans. Donc, qu'est-ce que tu... Un petit dernier pour la route, Ouais, mais que j'ai vas-y. pas lu. Mais bah tu vois, pas cette semaine, il y a 2 semaines là, il y a un client qui passe, qui est un lecteur, enfin que j'aime beaucoup humainement et enfin, en lecteur, et on parle un peu de Parks justement, et il me parle de Stuart Neville. D'accord, je connais pas du tout. Et ben, j'ai jamais lu. J'ai jamais lu et je lui dis: «Bah, non», il me dit: «Non, mais attends, c'est pas possible». Souvent, les lecteurs qui aiment beaucoup leur Ouais, libraire les placent très haut ouais. et tombent des nues quand on leur dit: «Mais non, ce bouquin-là, mais je connais pas, j'ai pas lu», et ils sont là: «Mais non, mais c'est pas possible, C'est vrai que c'est obligé que tu connaisses». c'est vrai que c'est marrant ça. Et tu là: «Mais désolé de vous décevoir, en fait», mais bon, Ouais. bref, il m'en fait des caisses sur Stuart Neville, un auteur donc apparemment irlandais qui parle hyper bien de tout le gros bazar là qu'il y a eu avec l'Irlande Sud et Nord, et la guerre d'Irlande. Bon bah ça s'est terminé que il est parti, il est parti, moi je l'ai mis en commande pour moi. Ça va, je le commande, je vais le lire et puis on en reparle.
Et donc voilà, pour celles et ceux, n'hésitez pas à réagir peut-être en commentaire de ce podcast. Si vous connaissez Stuart Neville, je pense que tu ne tarderais pas à aller découvrir parce que ça a l'air très très bien aussi. Dans les auteurs un peu britanniques intéressants. Encore une fois, chez Rivage Noir. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire, n'hésitez pas, le pouce bleu, l'abonnement, et tous les liens des musiques dont on parle seront en description de la vidéo. Voilà. Et ça fait une transition parfaite que tu me parles de l'Irlande, parce que le film dont je veux parler, je l'ai découvert à Étonnant Voyageur, on a l'affiche juste derrière nous. C'est un film irlandais, un documentaire même irlandais, qui s'appelle Celtic Utopia, Ok, que j'ai découvert à Étonnant Voyageur. Et en fait, ce documentaire-là traite pardon, d'une musique qui est hyper importante en Irlande, le folk. Et par le biais du folk, montre comment le folk a un aspect social et politique en Irlande par rapport à des thématiques très fortes, que ce soit la prépondérance de la religion et l'impact néfaste que la religion a pu avoir, l'indépendance par rapport à l'Angleterre, la séparation tragique entre l'Irlande du Nord et l'Irlande classique. Et en fait, tous ces sujets-là sont abordés et en fait, c'est un documentaire qui va voir des petits groupes de folk à travers le pays et qui leur dit qu'est-ce que ça représente le folk pour vous et c'est quoi l'Irlande pour vous et qu'est-ce que vous voudriez comme utopie celtique, dont le nom Celtic Utopia. Et du coup, c'est beaucoup aussi sur l'union de l'Irlande du Nord. Et il y a vraiment, comme tu dis, cet aspect social. Moi c'est des plumes, c'est des pays que j'aime énormément, l'Écosse, l'Irlande du Nord, l'Irlande, mais aussi en littérature, parce que justement, ils ont vraiment ce côté social. On sent que leur vie est compliquée, que leur vie sociale est dure, qu'ils ont eu des problèmes de guerre civile, d'opposition, et c'est tout ce qui est abordé dans ce documentaire, presque filmé caméra épaule, micro-trottoir presque. Et en même temps, il y a même des écoliers qui sont interviewés, les villages folk, il y a des petits groupes qui nous font des petits concerts. Enfin bref, et je trouve que ce documentaire, pardon, aborde vraiment une réalité irlandaise très particulière, très conflictuelle, très brisée, et en même temps, vraiment la volonté de cette jeunesse irlandaise de faire une nouvelle utopie qui ferait table rase de cette histoire du XXe siècle très compliquée en Irlande. Et en fait, c'est un thème que qu'on retrouve, je trouve, dans pas mal de romans de littérature de ces pays-là, cette misère et en même temps cette religion, que ça soit en Irlande ou en Écosse. En Écosse, moi je pense à Douglas Stuart, qui nous traite dans son premier roman Shuggie Bain de la misère à Glasgow et qui nous traite dans son deuxième roman Mungo d'une histoire d'amour entre deux hommes. Déjà, c'est problématique pour leurs deux familles et surtout deux hommes, un homme protestant et un homme catholique. Et comment dans leurs deux familles, ça va être, c'est une tragédie en fait. Comment c'est en Écosse en fait ou en Irlande, ces réalités de religion entre protestants et catholicisme. Il y a eu des guerres, des conflits et comment en fait ces réalités toujours aujourd'hui, en fait, ont un impact très compliqué dans ces pays-là. Et je trouve que Celtic Utopia, pour ça, c'était vraiment un beau documentaire, très bien réalisé. C'est vraiment une claque que j'ai eue à Étonnant Voyageur. ok, ben tu vois, je connaissais pas du tout. Tu me l'avais déjà cité ben, une fois que t'es sorti de la salle, je pense. Ouais. Hein, et ouais, ouais, ouais. C'est rigolo parce que quand je parle cinéma, de manière générale, moi j'ai pas une culture du documentaire. Alors j'en ai vu hein, Moi non plus. et il y en a plein que j'adore, tu vois, et il y a les grands noms, hein, Wiseman, Depardon, voilà. Récemment, je me suis fait quelques Varda d'ailleurs. Ouais. Bref, et le documentaire, c'est une forme c'est un art hein, à part entière. Enfin, il y a pas de souci. Hein, quand on parle documentaire, on parle cinéma. Hein, il y a des vraies pépites, des trucs incroyables. Et moi, ce que j'adore, je pense que mes documentaires préférés sont des documentaires qui traitent de sujets sur lesquels j'irais pas forcément de moi-même. Tu vois, enfin, Mm. euh, Oui, qui ne sont pas des centres d'intérêt de base. bêtement, là, par rapport au podcast, là, tu vois, tu me proposes un documentaire sur Murakami, un documentaire sur la cuisine dans le sud des États-Unis et un documentaire sur enfin, Celtic Utopia. Ben,
si je reste dans ma zone de confort, je vais aller voir le Murakami et en fait, je vais beaucoup moins kiffer finalement que si je vais voir Celtic Utopia, je pense. C'est toute la force du documentaire. Des fois, il faudrait juste se dire: «OK, là, je m'impose la forme». C'est-à-dire, je m'impose de mater un documentaire et après un truc justement sur lequel je suis pas du tout calé et bon voilà, évidemment en se gardant l'opportunité de fermer le truc au bout de 10 minutes si jamais ça va pas, tu vois? Ouais. Mais là, clairement, ben, ça me donne très, très envie de le voir, ce que tu en dis et le fait que justement, sur le folk et tout, enfin ouais, ouais. Merci pour la reco. Bah, en fait, moi, c'est pareil. En fait, le documentaire, je connais absolument rien du tout au documentaire. Alors que pourtant, comme tu dis, c'est un genre qui est super, qui est pas du tout à dévaloriser par rapport au film classique, en fait. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est souvent Mmh, pas mis sur un piédestal, mais l'inverse justement par rapport au film classique et c'est aussi pour ça que je voulais en parler et c'est vrai que Celtic Utopia, ouais, ça m'a vraiment mis une claque et en fait, à la base, c'est parce que j'étais étonnant voyageur et parce que tu avais une rencontre avec un auteur et ensuite ce film-là et tout ça et que le sujet l'Irlande m'intéresse que je suis allé voir ce documentaire, mais sinon je l'aurais jamais découvert. Donc pour ça, étonnant voyageur et des festivals en général, ça permet de découvrir des pépites, des choses que j'aurais absolument pas prévu de regarder et c'est ça que j'aime bien avec ce festival-là, c'est ce côté cinéma et littérature. Mmh. Les 2 les liens en fait, voilà, entre les 2. Ouais, je suis complètement d'accord. Alors moi, c'est vrai que le faisant un peu en pro, ben, j'ai pas assez de temps pour aller voir, la programmation, ciné, mais j'aimerais bien là dans les années à venir, faire ça. Voir, pourquoi pas, il y a sûrement des festivals de films documentaires, tu vois, en Bretagne ou quoi. Et ça peut être intéressant, hein, Mmh. d'aller faire ça, quoi. Bon, je garde Celtic Utopia en tout cas en tête. Et pour conclure le podcast, je propose, de te poser la question suivante. Est-ce que tu as envie de refaire l'expérience de Reine Noire, notre projet éditorial, à l'avenir ou pas? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser? Mmh. Bah, ta question, elle est, on me l'a déjà posée, hein, et c'est normal, et ça me fait très plaisir. Ça veut dire que la personne qui me le pose, croit en ma capacité à le faire. Moi, moins. En fait, ce qui était beau avec Reine Noire, déjà, c'est une expérience fabuleuse et merci encore à Estelle Durand et aux éditions Asphalt, et aux autoristes de m'avoir fait confiance. Ça restera un souvenir gravé, dans mon parcours professionnel, autour du livre. J'ai réalisé vraiment que le métier d'éditeur est un métier, que, n'est pas donné à tout le monde d'apporter des corrections, d'apporter un jugement sur les textes qui est différent du jugement que nous, on peut apporter en tant que libraire ou en tant que lecteur. Moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'était, le relationnel, en fait, clairement, le relationnel avec les auteurs, autrices, avec l'éditrice aussi. Donc moi, je pense que si je partais, un peu voir du côté de l'édition pour me faire plaisir, ça resterait, de l'ordre du relationnel ou de la promotion ou je sais pas, mais en tout cas, pas forcément sur le volet vraiment, éditorial à proprement parler ou, pour lequel il faudrait que je me forme, en fait, tout simplement, tu Bien vois? sûr. Il y a autre chose, hein, il y a rien qui me fait le plus plaisir, je crois, hem, que dans toute cette expérience, avoir ce recueil en librairie, pouvoir en parler aux gens, avoir des retours de lecture. Certains et certaines me font l'honneur de me demander une petite dédicace. Je suis en rayon dans ma librairie et je leur mets une petite griffe sur le livre. Ça c'est drôle par C'est contre. c'est excellent, enfin vraiment, j'essaie à chaque fois que ces moments-là interviennent de me dire, «Profite de ça, c'est super, c'est génial quoi, c'est drôle la vie pour ça». Bref, il y a ça, même les moments de rencontre, ben, là, tu vois, on est en face to face entre amis, sur un podcast. On a fait pas mal de promos autour du livre, que ça soit en bibliothèque, en librairie, pour des rencontres, de rencontrer les lecteurs, de rencontrer les libraires, d'avoir des retours de lecture. Tout ça, encore une fois, c'est du relationnel. Mais quand je dis relationnel, attention, je parle pas de réseau, hein. Je parle vraiment, d'altérité, en fait, et de postage et d'échange et du coup d'humain. Moi, je crois que c'est ça, en fait, qui me plaît énormément. Le livre, c'est, un objet, un médium, une fenêtre, quelque chose qui finalement nous concerne nous individuellement. On est tout seul face à notre texte. Qu'on peut le lire à voix haute à voix haute et voilà. Mais je pense que vous voyez où je veux en venir, c'est que c'est quand même incroyable que quelque chose qui a une pratique très personnelle et individuelle et solitaire
puisse amener vers des trucs comme ça, collectifs. Le projet en tant que tel est un projet collectif, mais il est vécu collectivement. Moi, je crois que le fin mot, et excusez-moi, j'ai encore pris plein de détours pour arriver à ma conclusion, c'est que ça pourrait rester une expérience unique et me cantonner à ça, c'est déjà une réussite personnelle. Et ça m'a fait me rendre compte que ce que j'aime le plus, c'est d'être au contact des gens. Donc ça, c'est le truc suprême dans mon métier et dans ma place dans le monde du livre. Il faut absolument pas que je perde ça de vue. Ce qui me fait kiffer, oui, le livre, mais pas sans le contact avec les gens. Donc, éditeur non, libraire oui. Et après, maintenant que j'ai dit ça, évidemment que jamais dire jamais, et on ne sait pas de quoi l'avenir est fait, mais je t'avoue que l'idée que ça puisse rester aussi une expérience unique et me plaît quelque part. La vie est faite de trucs comme ça, et voilà. Donc non, non, j'ai pas de velléité et pas de. Tout s'est passé exactement comme ça aurait dû se passer. Je suis hyper content et je te remercie. Je pense que c'est la dernière fois, peut-être pas, mais quoique il y a des choses qui se profilent un peu sur septembre, mais en tout cas, c'est parmi les derniers moments de cette tournée d'avant-été où je parle du livre. Je suis content que ça soit avec toi et sur ce podcast. Parce que quelque part, regarde, moi, c'est quelque chose dans un projet dans lequel je me suis lancé, et toi, bah, tu te lances aussi dans un Ouais. projet. Donc, en fait, tout est lié. Voilà, encore une fois, l'humain est au cœur du truc, donc ça me va très, très bien. Eh bien, je trouve que c'est un beau mot de la fin. Merci Loïc pour cette rencontre. Et puis à bientôt pour un prochain épisode. Il y aura bientôt des nouvelles choses. Ça va vite arriver. Et ben, restez connectés. Merci à toi, Léo, pour l'invitation. C'était un vrai plaisir. Je reviens quand tu veux. En tout cas, je suivrai ça de près. Et longue vie à ce format. Et merci à toi pour ce temps pris ensemble.